Merci à tous d'être venus. Par souci de transparence, donc cette formation RGPD vous est offerte par l'Ordre avec un budget qui est de l'ordre de 500 000 francs. Voilà. J'espère que vous pourrez en savoir tout plein avant la fin pour que l'on soit tous au carré là-dessus, parce qu'on nous a encore mis une nouvelle couche de réglementation sur le dos. Celle-là nous étant imposée par l'Europe. Hop, très bien. Bonjour à tous ceux que je n'ai pas encore vus. Donc, je me présente, Franck Royanez, je suis avocat au barreau de Nouméa. On intervient, c'est un cabinet d'avocats que j'ai, dans lequel on intervient à peu près dans tous les domaines, notamment dans tout ce qui est droit des contrats, droit public des affaires, droit commercial, etc. Et ça fait à peu près 18-19 ans maintenant qu'on travaille en particulier sur tout ce qui est droit numérique, puisque avant d'être avocat, j'ai commencé ma carrière comme responsable juridique à l'OPT. Donc forcément, tout ce qui était droit numérique nous concernait très directement. Et c'est dans ce cadre-là que l'on intervient. Alors il y a Elise Guéraud qui est là également, qui travaille avec moi dans le cabinet sur tout ce qui est réglementation générale de la protection des données. Les autres avocats ayant déjà suffisamment de champs d'activité à couvrir pour ne pas se consacrer à ce sujet. Je remercie M. Van Verbeek qui était venu à la présentation que j'avais faite, c'était celle de mars ou je ne sais plus laquelle, à la Chambre de commerce et d'industrie. Quand on s'est aperçu, au niveau institutionnel, que le RGPD allait entrer en vigueur en Nouvelle-Calédonie, des entités comme la Chambre de commerce et d'industrie se sont dit il faut qu'on informe les entreprises, parce qu'effectivement, vous allez le voir, c'est un champ extrêmement vaste, et ils se sont aperçus que les entreprises n'étaient pas du tout sensibilisées à la question. Donc on a commencé par faire des conférences de l'entreprise à la Chambre de commerce et d'industrie, et ensuite on est passé sur des modules de formation pour les entreprises. Donc aujourd'hui on en a vu à peu près un peu plus de 200, et donc qui se mettent en conformité, mais c'est un gros travail. Et à l'instant la directrice du Hilton m'indiquait qu'elle s'était mise en conformité, mais effectivement que ça avait été un chantier extrêmement vaste, parce que vu le nombre de données à traiter, vu la spécificité du métier d'hôtelier, c'est quelque chose qui prend pour un hôtel plusieurs mois en réalité de mise en conformité. Alors ce qu'on va vous exposer aujourd'hui, je vous le dis immédiatement, c'est assez technique, c'est assez touffu. Donc quand le président du conseil m'a proposé de faire cette formation, soit on faisait une formation sur 2 jours, ce qui est habituellement nécessaire pour qu'une entreprise appréhende totalement ce qu'est le RGPD, soit on fait une sensibilisation à ce qu'est le RGPD avec toutes les contraintes légales et réglementaires qui pèsent sur vous. Et ce sont des contraintes assez nombreuses, vous verrez. Donc n'hésitez pas à intervenir. On est déjà un petit peu intervenu dans le milieu médical, absolument pas dans le milieu pharmaceutique. Donc il y a peut-être des spécificités qui sont propres à votre métier en termes de réglementation, qui seront un petit peu différentes, notamment sur la durée de conservation des données, etc. Donc n'hésitez pas à poser des questions ou à intervenir autant que nécessaire pendant ces 4 heures. Je crois qu'on fait une petite pause au bout de 2 heures, c'est ça ? Si ça convient à tout le monde, sinon on peut en faire plus, si vous le souhaitez. Et puis donc on va commencer. Et on va éviter toute la partie Internet et nouveaux médias, puisque ça nous est interdit, ça nous permet de gagner un peu de temps. Donc la présentation se fait en 2 parties. D'abord le régime juridique à proprement parler, mais qui n'est pas que juridique. Donc il y a énormément d'aspects pratiques à voir, mais c'est pour qu'on connaisse bien le périmètre de ce qu'est le RGPD. Et puis ensuite on verra la mise en conformité en tant que telle. Donc ces 2 parties vont vous être exposées grosso modo sur 2h30 et 1h30. Voilà, et puis une fois encore, n'hésitez pas à intervenir. Donc le régime juridique du RGPD. Hop.
Donc, qu'est-ce que vise le règlement général de la protection des données? Tout le propos introductif, c'est pour vous permettre de bien comprendre ce dont on parle, parce que c'est une notion assez nouvelle pour la plupart des entreprises. Donc, on va parler de données à caractère personnel. C'est vraiment ça qui est le cœur de cible du RGPD. Et une donnée à caractère personnel, c'est une information qui permet d'identifier une personne physique, soit de façon directe, soit de façon indirecte. Donc il faut vraiment avoir ça à l'esprit. Ce qui va intéresser quelqu'un qui vous fait une mise en conformité dans une entreprise, ce sont les données des personnes physiques, absolument pas les données des sociétés, CABIS, information du capital social, etc. C'est vraiment les données relatives, en l'occurrence, à vos patients et à vos clients. Donc les données des personnes, évidemment, ça va être le nom, le prénom. Ça peut être aussi des éléments beaucoup plus indirects, une adresse mail, un numéro de matricule, si par exemple ce sont des salariés. Ça peut être des relevés de compte, un enregistrement vocal, une photographie, un identifiant de connexion informatique, un numéro de CAFAT, une adresse IP, un numéro de téléphone, des données génétiques, un profil psychologique, une adresse postale, une empreinte, lorsque par exemple vous avez des accès, on a des clients où il y a des accès dans des salles par empreinte, donc avec des données biométriques. Ce sont évidemment des données très sensibles, même un pseudo et même un avatar sur un réseau social. Dès lors que ça permet d'identifier une personne physique, on va considérer que c'est une donnée à caractère personnel qu'il convient de protéger. Et puis il peut également s'agir de données que l'on recoupe pour identifier une personne. Donc, si par exemple, vous avez des informations sur la localisation, l'âge, etc., et les comportements d'une personne que ça permet d'identifier, automatiquement, on va considérer que c'est une donnée à caractère personnel. Par exemple, si en sortant de ce bâtiment tout à l'heure, il y a quelqu'un qui fait un sondage dans la rue avec un questionnaire et qui me demande mon prénom, Franck, ce n'est pas une donnée à caractère personnel en tant que telle, puisqu'elle ne permet pas de m'identifier. S'il me demande ma profession, avocat, pareil, il y a certainement plusieurs Franck avocats dans le monde, donc ce n'est pas une donnée à caractère personnel. Mon pays, Nouvelle-Calédonie, à ce moment-là, ça devient une donnée à caractère personnel, puisqu'on identifie à coup sûr la personne physique dont il s'agit. Et dans ces conditions, son questionnaire va être soumis au RGPD, donc ça permet d'identifier indirectement une personne. Alors je suis désolé, je me limite à cette zone sur instruction, parce qu'on m'a demandé de ne pas passer devant l'écran pour des questions de contraste. Donc c'est pour ça que je vais bouger de façon limitée. Cette zone, c'est difficile pour un avocat, on aime bien se déplacer un peu partout, mais bon, on va se contraindre. Deuxième cœur de cible du RGPD, ce sont les données qu'on va qualifier de sensibles. Alors qu'est-ce qu'on appelle des données sensibles? Elles sont identifiées par la loi, par l'article 9 du RGPD. Donc l'origine raciale ou ethnique est une donnée sensible. Une opinion politique est une donnée sensible, de même qu'une opinion religieuse ou philosophique. Les données syndicales également. Donc si dans vos pharmacies, vous avez par exemple des représentants du personnel qui sont identifiés comme appartenant à un syndicat, ce sont des données sensibles. Les données génétiques, les données biométriques, bien évidemment, tout ce qui est relatif à la santé, à la vie sexuelle et à l'orientation sexuelle. Voilà les catégories qu'on va appeler des catégories de données sensibles. Oui? Pas forcément. Pas forcément, mais c'est ce que prévoit la loi. Donc moi je vous donne... Pardon? Vous pouvez sur la vie sexuelle d'un patient qui vient pour un traitement, qui vous fait part de particularités, vous pouvez recueillir des données à caractère sexuel. Non, vous n'avez pas? Bon, tant mieux. Mais vous pouvez avoir l'appartenance syndicale, vous pouvez avoir des données de santé, vous pouvez avoir les données biométriques, les données... Vous n'avez pas de données de santé? Vous n'avez pas de données de santé? Ça m'inquiète un petit peu parce que j'ai dû me tromper de formation. Pardon? Oui, mais les données de santé. Mais les données de santé, vous recueillez au moins les ordonnances et tout ça? Oui, donc vous avez des données de santé. Oui. Voilà tout ce que sont des données sensibles. Vous avez des données médicales qu'on va qualifier de encore plus sensibles en particulier. Le numéro CAFAT, en France c'est le numéro NIR qui est extrêmement protégé. Toutes les données de santé, les données biométriques, les données génétiques sont des données particulièrement sensibles. Donc,
elles ont toutes un cadre particulier qui interdit a priori toute collecte. Donc normalement, les données sensibles par principe, parce que vous allez voir qu'à chaque fois le RGPD fonctionne de la même façon, il pose un principe et bien évidemment des exceptions, parce que le principe ne peut pas être respecté dans tous les cas. Donc le principe, c'est qu'on ne collecte pas de données sensibles. Donc moi, je n'ai pas collecté dans mon activité professionnelle l'orientation sexuelle de mes clients, etc. Ça peut m'intéresser à titre de curiosité, ça m'est interdit à titre de collecte. Sauf si la personne consent par écrit à donner son consentement à ce que des données sensibles soient recueillies, sauf si ce sont des informations qui sont rendues publiques par la personne elle-même, si ce sont des données qui sont nécessaires à la sauvegarde de la vie humaine, ou si leur utilisation est justifiée par l'intérêt public et autorisée par la CNIL, ou les données concernant les membres ou adhérents d'une association. Alors ça, c'est un cas très particulier qu'on évacue tout de suite. C'est évidemment, si vous rentrez dans une association cultuelle, religieuse, par nature, vous allez récupérer des données religieuses sur les convictions de la personne. Donc automatiquement, on va considérer que ça rentre immédiatement en ligne de compte. S'agissant de votre activité, enfin on la verra, mais la plupart du temps, ça va être le consentement de la personne qui, tout simplement, lorsqu'elle vous remet une ordonnance, consent évidemment à vous remettre ces données de santé qui vont la concerner. C'est clair pour tout le monde ? Ça vous... Troisième cœur de cible, les données évidemment que l'on collecte sur les personnes sont ensuite compilées dans des traitements. Donc un traitement, c'est tout simplement une opération qui va porter sur des activités différentes. Elle peut être automatisée ou manuelle. Automatisée, c'est le cas le plus fréquent, c'est informatique. Mais on a également énormément de dossiers papier dans toutes nos activités. Et un simple placard de rangement avec des dossiers classés par ordre alphabétique est un traitement non informatisé, mais qui rentre dans le cadre du RGPD. Et peu importe la finalité de ce traitement, peu importe si c'est juste à finalité de stockage, à finalité d'exploitation, de transfert à la CAFAT, etc., ce sont des traitements de données personnelles. Et ces traitements, évidemment, c'est ça qui a amené la nécessité de mettre en place le RGPD. C'est moins vrai pour les PME, c'est surtout vrai pour les grosses sociétés. C'est la puissance des algorithmes qui a cru avec le temps et qui a rendu indispensable qu'on mette des barrières sur l'utilisation des données personnelles parce que c'est transféré dans tous les sens aujourd'hui. Et comme les calculateurs et la masse des données ont également cru de façon considérable, c'est devenu indispensable que les droits des personnes soient respectés. Deuxième élément, donc la diffusion du RGPD. Pourquoi le RGPD devient obligatoire? Qu'est-ce qui le rend nécessaire, notamment en Nouvelle-Calédonie? Mais vous allez le voir, partout dans le monde, en réalité, c'est une norme qui s'impose. Alors, ce n'est pas quelque chose de nouveau, la protection des données personnelles, contrairement à ce qu'on pourrait croire. On imagine que c'est apparu avec le droit numérique. En fait, c'est très ancien. Là, je vous donne juste quelques exemples historiques pour vous montrer à quel point c'est ancien. C'était un archevêque qui s'appelait Boisgelin, qui était un orateur hors pair en 1775. C'est le discours de couronnement de Louis XVI. Et dans le discours, il incite la monarchie à respecter le droit des personnes, notamment le droit à l'anonymat et le droit à la vie privée. Puisque notamment lorsqu'on se déplaçait de province en province, il fallait avoir des carnets que l'on remettait à la gendarmerie royale pour indiquer où on se trouvait, etc. Et donc déjà à l'époque, on considérait que c'était une atteinte aux droits des personnes. Enfin en tout cas, certains philosophes et religieux considéraient que c'était une atteinte aux droits des personnes. Et donc déjà, ils s'en émeuvaient. Mais vous aviez des exemples plus anciens que je n'ai pas pris. 1902, c'est des exemples, vous en avez à foison, c'est juste à titre illustratif. 1902, c'est le président du Conseil, Émile Combes. On est en pleine guerre de religion entre l'État et l'Église catholique. Et lui prend une directive qui invite l'administration à réserver les faveurs de l'administration à ceux qui auront fait la démonstration de leur sympathie républicaine. Donc autrement dit, tous ceux qui ne sont pas pro-républicains, qui sont soit monarchistes, soit catholiques, doivent être exclus des faveurs, c'était le terme, de l'administration. Et ça aboutira notamment à une affaire qui s'est appelée l'affaire des fiches, où l'armée avait fiché tous les officiers supérieurs catholiques et les écarté de tous les postes de commandement. Ça avait concerné jusqu'au général futur maréchal Foch.
Et ça a amené évidemment, comme d'habitude, sous la Troisième République, une crise qui a fait tomber le ministère Combes, et ça a amené surtout la loi de séparation de l'Église et de l'État de 1905. Mais déjà, il y avait effectivement des velléités de l'État de ficher tout le monde, de recueillir des données personnelles sur chaque personne, et afin d'utiliser ça à des fins de contrainte. Dernier exemple historique, ce sont ce qu'on a appelé les carnets A et B. Les carnets A et B ont été créés après la guerre de 1871 pour identifier, là encore, toutes les personnes qui auraient pu porter atteinte à la sûreté de l'État, notamment en cas de conflit armé avec l'Allemagne, puisque c'était ça dont il s'agissait. Donc au départ, on a commencé par ficher tous les étrangers d'origine germanique, et puis on a étendu peu à peu, progressivement au cours des années, à tous ceux qui avaient des appartenances syndicales marquées, qui étaient de pensée marxiste, voire anarchiste. Et puis finalement, on a étendu tellement qu'on s'est retrouvé avec 6 millions de personnes sur une population de quelques dizaines de millions. En 1940, il y en a 40 en France. Et il y a 6 millions de personnes qui sont fichées dans ces carnets A et B. L'armée allemande rentre à Paris, elle va place des Saussayes aux renseignements généraux et elle récupère ces 6 millions de fiches qui évidemment sera une source d'information pour elle considérable et sur la base malheureusement de laquelle il y aura des déportations qui entraîneront évidemment des conséquences dramatiques pour les personnes concernées. Et pour la petite histoire, ces carnets A et B seront récupérés ensuite par l'armée rouge quand Berlin sera envahi en 1945. Et la France les récupérera seulement en 1996. Ils seront renvoyés en France seulement en 1996. Aujourd'hui, ils n'ont plus qu'un intérêt historique, mais vous voyez la collecte de données personnelles, d'où vient cette sensibilité qui est ancienne à la nécessité de les protéger. Alors ça, c'est pour l'aspect historique. L'aspect plus récent et qui vraiment fonde le droit de la protection des données personnelles, ça apparaît là aussi avec une affaire, 1974. Vous avez le journal Le Monde qui titre « Safari, la chasse aux Français est ouverte ». Safari, c'était le nom d'un logiciel mis en place par le ministère de l'Intérieur, enfin un système de fichiers, ce n'était pas un logiciel informatique, un système de fichiers et qui a été destiné là encore à collecter toutes les données qu'on pouvait récupérer sur tous les Français. Données de santé, données de sécurité sociale, données de police, données d'enquête de voisinage, demande de permis de construire. Enfin, chaque Français devait avoir un fichier complet les concernant. Et ça a beaucoup inquiété évidemment les associations, enfin les opposants, etc., sur l'idée qu'on allait en faire. Et donc ça a amené la création en 1978 de la CNIL, qui est l'autorité administrative indépendante en charge de la protection des données. Donc c'est une autorité qui a été créée par l'État, mais qui est indépendante, comme son nom l'indique, de l'État, et donc qui gère la protection des personnes. Et cette idée qui était quand même très française à la base, certainement d'une sensibilité droit de l'homiste au départ, va s'étendre peu à peu à l'ensemble de l'Europe. L'Europe va prendre en 1995 une directive qui harmonise les règles en matière de protection des données. Alors les directives, à la différence du règlement qu'on va voir, ont pour finalité d'inciter les États à adopter des réglementations. Elles ne sont pas d'imposition directe dans chaque État. C'est ce qui différencie une directive européenne d'un règlement européen. Mais déjà, il y a donc une volonté d'unification au niveau européen de l'ensemble de la protection des données. Ensuite, 2014, ce sont des lois nationales qui viennent conforter la protection des données, donc notamment par exemple avec la responsabilité des fournisseurs d'accès Internet en 2004. On va parler dorénavant de données à caractère personnel, les DCP, alors que jusque-là on parlait d'informations nominatives, mais ça recouvre la même réalité. En 2014, les pouvoirs de la CNIL sont accrus et notamment commencent les premières plaintes en ligne qui deviennent possibles à cette période, donc qui vont permettre aux gens de saisir la CNIL de toute infraction. Et on le voit sur les courbes des plaintes et des actes de la CNIL, il y a vraiment une première explosion qui apparaît en 2014 sur la saisine de la CNIL. 2016, c'est la loi pour la République numérique, avec encore un accroissement des pouvoirs de la CNIL. Et surtout, c'est l'adoption du RGPD. Le RGPD est adopté en avril 2016 et il entre en vigueur le 25 mai 2018. Donc c'est comme ça qu'il est rentré en France et en Europe en application. Avec, vous le voyez, c'est un élément important, 2 années entre le moment où il est adopté et le moment où on l'impose aux entreprises. Ce qu'il faut donc bien retenir de cette évolution historique,
c'est que depuis l'origine jusqu'à en gros 2016, pour faire simple, hein, évidemment ça s'interpénètre un petit peu plus, mais pour simplifier le schéma, c'est que jusqu'à présent, c'est vraiment l'État qui est au cœur du dispositif. On se protège de l'État, au sens des atteintes qu'il peut faire aux données personnelles, avec ces exemples historiques, hein, le risque pour le droit des personnes, les droits de l'homme. Et c'est en même temps l'État qui s'assure que les données à caractère personnel sont bien respectées par tous les acteurs. Donc c'est vraiment lui qui est au cœur du dispositif. Avec 2018, vous avez un changement de paradigme. On commence beaucoup plus à se méfier des entreprises, qui sont évidemment des grands pourvoyeurs de données à caractère personnel, totalement porteuses de nombreuses données, qui portent atteinte à ces données, évidemment, de façon volontaire ou involontaire. Hein, ce n'est pas une suspicion de culpabilité. Et puis, par ailleurs, on demande, et c'est pour ça que vous êtes là, à ces acteurs de s'assurer de leur mise en conformité. Jusqu'à 2018, on demandait à l'État de s'assurer de cette mise en conformité. Donc on faisait des déclarations CNIL, vous en avez peut-être entendu parler, vous en avez peut-être faites, je suppose. On faisait des déclarations CNIL sur la base des traitements qui étaient par principe autorisés. Donc il y avait des normes simplifiées ou pas, ou parfois il fallait une autorisation de la CNIL. Mais donc vous aviez vraiment un gendarme en amont qui intervenait pour s'assurer de la conformité de nos traitements. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. C'est un concept assez anglo-saxon d'ailleurs. On demande à chaque entreprise d'être totalement responsable de ce qu'elle fait et elle est sanctionnée si elle n'est pas en conformité. Donc c'est aux acteurs de savoir comment ils font de la protection des données à caractère personnel. Et vous comprenez également que ça va renverser quelque chose d'essentiel, c'est la charge de la preuve. Si vous ne respectiez pas les données à caractère personnel des gens par le passé, c'était à l'État de vous poursuivre éventuellement parce qu'il y avait une plainte qui était déposée et de prendre des sanctions en apportant la preuve de la faille de sécurité. Aujourd'hui, c'est aux acteurs d'apporter la preuve de leur conformité. Donc on va leur demander de s'engager en disant « je suis conforme » ou « je ne le suis pas ». Ça s'étalera dans le temps, je vous rassure tout de suite. Ce n'est pas quelque chose qui se fait immédiatement, une mise en conformité, ça prend du temps. Mais c'est comme ça que c'est opéré la transformation, qui est donc vraiment profonde hein, dans la philosophie de la protection du droit des personnes. Alors, qu'est-ce qui se passe pour la Nouvelle-Calédonie ? Là, je vous ai remis en synthèse les textes principaux dont il faut avoir connaissance. Avec la loi de 78 que je vous ai citée, et qui recoupe en grande partie le RGPD. Le RGPD, c'est une innovation au sens, je vous le disais, de la philosophie qui va animer le texte, mais pas tant dans son contenu. À 60%, il recoupe ce que l'on retrouve déjà dans la loi de 78. Et pour les entreprises qui faisaient déjà régulièrement des déclarations CNIL, la mise en conformité, ce n'est pas quelque chose d'insurmontable. Simplement, le RGPD est plus complet. Vous voyez, il y a 99 articles. Et surtout, il y a des dizaines et des dizaines de considérants, de principes qui sont mis avant le texte lui-même. Et au total, on a 432 obligations dans le RGPD à respecter. Donc c'est un texte extrêmement touffu, extrêmement compliqué et qui demande effectivement une certaine appréhension juridique pour l'analyser et le mettre en œuvre. Donc là, je vous ai mis les principaux textes applicables. Par ailleurs, vous avez énormément d'autres normes qui peuvent venir compléter, notamment les normes ISO. Lorsqu'on a des entreprises qui sont certifiées en ISO 9001 ou en ISO 27001 et 27002 pour les traitements informatiques, en général, la mise en conformité ne pose aucune difficulté, mais c'est quand même des cas, notamment en Nouvelle-Calédonie, qui sont plutôt rares. Comment se passe l'application en Nouvelle-Calédonie ? Alors, ce qu'a prévu le RGPD, c'est qu'il est applicable à toutes les entreprises qui ont leur siège en Europe, au sens géographique du terme, au sens économique du terme, c'est-à-dire l'Union européenne. Donc, ce qu'on appelle le critère de l'établissement. Dès lors qu'une entreprise a son siège dans le territoire de l'Union européenne, il n'y a pas de question à se poser, elle doit être en conformité avec le RGPD. Deuxième critère, c'est le critère du ciblage, c'est-à-dire qu'on va cibler les personnes. Là, dans le premier critère, c'est la contrainte qui va peser sur les entreprises. Dans le deuxième critère, c'est les droits des personnes elles-mêmes. C'est-à-dire que chaque personne
qui réside dans l'Union européenne a le droit à ce que ces données à caractère personnel soient protégées. Et ce droit, elles le transportent avec elles. Donc si elles ont des liens avec des entreprises hors de l'Union européenne, ces entreprises doivent respecter obligatoirement le RGPD. Et vous comprenez très vite que ça va concerner évidemment toutes les entreprises dans le monde, dont les entreprises calédoniennes, lorsqu'elles vont avoir des citoyens européens, enfin des données de citoyens européens dans leur traitement. Troisième critère, c'est le critère conventionnel. C'est-à-dire que vous avez des entreprises qui ont décidé de faire application du RGPD, même lorsqu'elles n'étaient pas dans le périmètre du RGPD, le périmètre initial. Donc, par exemple, ça a été le cas de Facebook, de Microsoft, qui, dès que le RGPD est entré en vigueur en Europe, enfin, et même un petit peu avant, ont assuré qu'elles respecteraient le RGPD partout dans le monde, où que la personne se trouve, quels que soient ses droits. Qu'elles y aient réussi, c'est un autre débat. Mais enfin, l'idée, c'était bien celle-ci. Et puis, vous avez des pays comme la Suisse ou comme l'État californien, par exemple, qui ont également repris des dispositions exactement identiques au RGPD, parce qu'ils ont compris que c'était une norme qui devenait internationale et qu'il n'y aurait pas d'exception. Alors, s'agissant de la Nouvelle-Calédonie, comme je vous le disais, en réalité, le RGPD s'applique depuis le 1er juin 2019 dans son intégralité, mais en pratique, il s'appliquait déjà depuis le 25 mai 2018. C'est pour ça que la CCI et d'autres entités, on les avait sensibilisés très tôt au cabinet en leur disant attention, le RGPD s'appliquera de toute façon en Nouvelle-Calédonie, même si la loi n'est pas étendue, et s'appliquera. Je ne l'ai pas précisé, mais je fais partie d'un réseau d'avocats spécialisés dans le droit numérique qui s'appelle le réseau Lexing. Tous les ans, on fait des conférences un petit peu partout dans le monde. Et donc, dès 2016, on a fait la conférence à Shanghai sur ce sujet, on l'a refait à Milan, etc. On est intervenu sur ces sujets. Donc, ce qui m'avait permis, moi, d'être sensibilisé très tôt à cette question. Parce qu'au début, c'est vrai que j'avais eu le réflexe de me dire, bon, ça ne va pas nous concerner en Nouvelle-Calédonie, c'est un truc européen, on va être loin. Et en fait, quand j'avais vu les conditions d'application indirecte que je vais vous expliquer, très tôt, donc on a compris que ça allait s'appliquer à la Nouvelle-Calédonie. Donc le RGPD, comme je vous le disais, va s'appliquer à tous les clients européens lorsqu'ils vont se déplacer. Donc l'hôtel Hilton, quand il reçoit des personnes qui viennent de métropole ou de n'importe quel pays européen, est tenu de respecter les données à caractère personnel, même si le RGPD ne s'appliquait pas en Nouvelle-Calédonie. Et bien évidemment, si l'hôtel le respecte pour certains de ses clients, elle ne va pas faire deux fichiers distincts, elle va tous les mettre dans la même situation juridique et elle va tous les protéger. Même chose pour Air Calin, même chose pour la CAFAT, lorsqu'il y a des échanges avec la sécurité sociale, etc. etc. Mais c'est aussi vrai pour nous, lorsqu'on consomme en qualité d'habitants de Nouvelle-Calédonie des produits européens, soit qu'on s'y déplace, dans ce cas-là on va être protégé évidemment par le RGPD, soit tout simplement parce qu'on va faire des achats sur Internet, des demandes de livraison en Nouvelle-Calédonie, même de la commande de films sur Amazon, ce que vous voulez, automatiquement on va se retrouver soumis aux bénéfices du RGPD. Et puis enfin, troisième situation qui rend le RGPD applicable non seulement en Nouvelle-Calédonie, mais dans le monde entier, c'est tout simplement que chaque entreprise qui est en conformité avec le RGPD doit s'assurer que ses entreprises sous-traitantes le sont également. Donc ce qui veut dire, si je prends mon exemple, lorsque j'interviens pour le compte d'un cabinet d'avocats en métropole, ce cabinet d'avocats doit s'assurer que le cabinet à qui va confier des données à caractère personnel, voilà, je vous demande de défendre monsieur XY qui a des intérêts en Nouvelle-Calédonie. Je vais récupérer les données de monsieur XY, au moins son nom et puis évidemment sa situation judiciaire. Le cabinet de métropole qui m'envoie ces éléments doit s'assurer que je suis en conformité. Si je ne le suis pas et qu'il m'envoie des données, lui-même n'est plus en conformité. Donc vous comprenez qu'en fait, par ce mécanisme, le RGPD a prévu son extension à tous les pays du monde progressivement, de façon très indirecte, et c'est ce qui se passe en réalité. Alors pour nous, la situation a été de toute façon simplifiée. La loi est venue rendre applicable le RGPD intégralement en Nouvelle-Calédonie. On s'était longtemps posé la question, enfin certains élus en tout cas s'étaient posé la question de savoir s'il serait étendu ou pas à la Nouvelle-Calédonie.
puisque comme on est en droit numérique, c'est une compétence de la Nouvelle-Calédonie depuis le 1er janvier 2000, on pouvait se poser la question de savoir si effectivement ce n'était pas à la Nouvelle-Calédonie d'adopter une telle norme, un tel dispositif, et dans ces cas-là, peut-être d'adopter un dispositif un petit peu plus allégé, en disant, vu le tissu économique insulaire, ce sera peut-être plus simple si on adopte un système juridique moins contraignant, etc. Sauf qu'en réalité, comme je vous l'exposais dans l'historique, le RGPD protège des libertés publiques. Et les libertés publiques restent une compétence de l'État. Et l'État, évidemment, n'entend pas qu'un habitant de Corse, de Bretagne, de Paris soit plus protégé juridiquement qu'un habitant de Polynésie ou de Nouvelle-Calédonie. Donc, évidemment, il unifie les normes sur l'ensemble du territoire. Et c'est pour ça que le RGPD a été rendu applicable localement. Donc, ça s'est fait en plusieurs temps. La loi du 20 juin 2018 a prévu le principe de l'extension. Une loi de décembre 2018 a indiqué que ça devait intervenir avant le 1er juin 2019 au plus tard. Et c'est rentré effectivement en vigueur le 1er juin 2019. Alors juste une précision sur cette extension. Vous aurez remarqué qu'en métropole et en Europe, ils ont bénéficié de 2 ans pour se mettre en conformité. Nous, on a eu 6 mois. C'est-à-dire qu'entre le moment où la loi a été adoptée et le 1er juin, il s'est passé 6 mois. Donc on a eu 4 fois moins de temps qu'en Europe. Il y a plusieurs explications à cela. La première, c'est certainement qu'on doit être beaucoup plus rapide qu'en Europe. Donc je pense qu'ils ont dû prendre ça en compte. Intellectuellement, les Calédoniens doivent aller très vite. Et c'est une explication. Deuxième explication, plus vraisemblable, c'est évidemment que sur le plan juridique, on va créer une distorsion entre la Nouvelle-Calédonie et les autres pays, tant que la loi n'a pas été étendue à la Nouvelle-Calédonie. Et du même coup, on va essayer de réduire le plus rapidement possible cette distorsion. Donc c'est pour ça qu'on n'a eu que 6 mois. Et puis, troisième explication qui est surtout très pratique, c'est qu'ils ont constaté en Europe que malgré les 2 années dont ils avaient bénéficié pour se mettre en conformité, ils s'en sont tous inquiétés le 25 mai 2018 en disant « Oups, au fait, qu'est-ce que c'est que le RGPD ?» Donc d'expérience, ils se sont dit qu'on mette 10 ans ou 6 mois, ça ne changera rien. Donc on va mettre 6 mois. Et d'expérience, au bout de 6 mois en Nouvelle-Calédonie, il n'y avait pas une entreprise qui était en conformité au RGPD le 1er juin 2019. Donc automatiquement, évidemment, aujourd'hui, on essaye tous de rattraper le temps perdu, nous compris, toutes les PME, toutes les entreprises. Et je ne suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup qui sont en conformité. Il y en a en Nouvelle-Calédonie, mais à mon avis, elles ne sont pas si nombreuses que ça. Les grosses entreprises s'y sont mises. Alors des entreprises justement comme l'OPT, comme la Chambre de commerce et d'industrie, comme le Hilton, comme Enercal sont en cours. Certaines sont arrivées au bout, mais sur des grosses entités, c'est 1 an et demi, 2 ans de travail. La mise en conformité, il faut auditer tous les traitements, etc. Donc il y en a, c'est vraiment un très lourd travail. Je vous rassure, sur les PME, c'est quand même beaucoup plus allégé que cela. Deuxième source de diffusion du RGPD, c'est la sensibilité des personnes. Parce que nous tous dans la salle, on le vit en tant que chef d'entreprise comme une contrainte, mais la plus grande partie des gens va le vivre comme un droit. Et c'est un droit qui se diffuse très vite. Aujourd'hui, les gens sont extrêmement sensibles, on ne s'en rend pas forcément compte au quotidien, mais ils sont très sensibles à ce que deviennent leurs données à caractère personnel. C'est-à-dire que lorsqu'elles remettent des données à caractère personnel à une entreprise, elles le font en confiance. Et elles ne s'attendent pas à recevoir des newsletters non souhaitées, elles ne s'attendent pas à ce que leurs données bancaires soient piratées, elles ne s'attendent pas à ce qu'on exploite commercialement leurs données à caractère personnel, voire se retrouvent sur des réseaux sociaux, même tout simplement, une photo, on l'a tous vécu, une photo qui est prise dans une soirée et qu'on va retrouver sur une page Facebook, sans qu'elle ait rien de scabreux, on n'apprécie pas que notre photo apparaisse quelque part sans qu'on en ait été informé. Donc la sensibilité des gens croît de façon exponentielle sur ces questions. Et elle a commencé à croître notamment sur la base de tous les scandales qu'il y a eu ces dernières années. Je vous en ai cité quelques-uns, mais il y en a plein d'autres. 2013, c'est l'entreprise Target, que vous connaissez peut-être, qui est une entreprise marchande américaine, des plus gros au monde, et qui s'était fait voler 110 millions de données bancaires, avec des conséquences financières sur certains de ses clients. Donc ça avait déjà suffisamment attiré l'œil sous l'aspect droit de la consommation. 2015, Ashley Madison, eux, ils se sont fait voler 30 gigas de données personnelles. Alors qui sait ce qu'est Ashley Madison ? Vous ne le savez pas ? Vous savez ? Moi, je ne l'aurais pas dit à votre place.
Non, il ne faut pas dire. Ashley Madison, c'est un site de rencontres adultères. Donc, donc c'est pas bien, c'est pas bien. Non, il fonctionne qu'aux États-Unis. Hein. Donc, vous avez le droit de faire des adultères, d'accord. Vous avez vu ? Quand on n'est pas marié, on peut faire de l'adultère. Non, je plaisante, il fonctionne qu'aux États-Unis. Hein. Donc, c'est pour ça que je me permets de taquiner, monsieur. Donc, eux, ils se sont fait piquer 30 gigas de données personnelles. Alors, on pouvait penser au départ qu'ils allaient faire chanter les personnes concernées. Mais ils ont trouvé ça beaucoup plus drôle de le mettre sur des sites publics. Et évidemment, d'abord, ça a fait la fortune de quelques avocats parce qu'il y a eu beaucoup de divorces à la clé. Mais il y a eu aussi des suicides, malheureusement. Donc là aussi, on voit bien que les données personnelles ont un effet parfois dévastateur quand elles sont mal employées. Yahoo, en 2016, ils ont d'ailleurs été condamnés pour ça. Ils se sont fait voler 3 milliards de données personnelles de leurs clients. Et puis évidemment, hein, quand on vole les données personnelles, il n'y a pas forcément un préjudice immédiat pour les clients de Yahoo, mais les personnes qui sont concernées, à partir de là, on va accéder à d'autres systèmes, enfin, c'est le fameux système en rebond, et on accède à de nouvelles données, à des nouveaux mots de passe, et ça croît de cette façon. 2017, Equifax, une société américaine, s'était fait voler 147 millions de données bancaires. Alors c'est amusant Equifax parce que eux, leur spécialité, c'est la protection des données bancaires. Donc évidemment, leurs clients ont été un petit peu surpris, mais là aussi, il y a eu des conséquences financières. Uber, en 2017, s'est fait voler 57 millions de comptes de clients, mais il y en a toutes les semaines, hein, depuis quelques mois. 2018, Cambridge Analytica, je ne sais pas si vous vous rappelez, il n'y a pas de piège là, hein. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette affaire. Ça vous parle ou pas, l'affaire Cambridge Analytica ? On l'a connue plutôt sous le nom de l'affaire Facebook. Cambridge Analytica, c'est une société londonienne qui est cotée en bourse. Et son métier, c'est influenceur. Donc, ils sont chargés d'influencer les comportements des personnes. Alors, la plupart du temps, c'est à des fins commerciales, évidemment, de créer des besoins commerciaux chez les gens en les influençant, mais également à des fins politiques. Et Cambridge Analytica se targuait, certainement à juste titre, d'avoir pu influencer 118 élections démocratiques dans le monde depuis sa création. Donc, c'est leur métier. Et évidemment, les officines politiques font appel à des entreprises comme ça, qui ensuite, sur la base de données qu'elles recoupent, déterminent ce qui va sensibiliser les gens. Et Cambridge Analytica, une de ses plus grosses sources de données, c'était Facebook. Donc, elle avait passé un contrat avec Facebook. Et Facebook remettait, en toute légalité, enfin apparemment, à Cambridge Analytica toutes les données de ses citoyens, de ses usagers, et notamment des Américains. Et en 2018, c'est pour ça que la polémique est sortie. Cambridge Analytica a été accusé d'avoir influencé, à l'instar de la Russie, l'élection de Donald Trump en jouant sur les États clés. Mais c'est son métier, hein, ils sont payés pour ça. En jouant sur les États clés et en sortant des informations sur Facebook, enfin, ou plutôt en disant au parti concerné, le parti républicain, voilà ce qui va influencer les électeurs dans tel État, sortez telles informations, vraies ou fausses, on s'en fiche, c'est ça qui va les faire réagir et qui va conditionner leur droit de vote. Et quand on sait que les élections se jouent en général sur 3-4% de l'électorat, c'est suffisant pour faire basculer effectivement une élection démocratique. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, je crois que c'était Bush qui avait été élu avec 200 voix d'avance, parce que ça s'était joué sur le dernier État qui était l'État de Floride, merci. Et tout s'était joué à ce moment-là. Quand on imagine un pays comme les États-Unis et que l'élection du président se joue à 200 voix, c'est quelque chose de très très surprenant, d'où l'importance de ces officines. Donc elle, quand ça a été révélé, évidemment son action a chuté en bourse et elle est partie en liquidation. Mais voilà à quoi servent nos données personnelles sur toutes les grosses entités. C'est évidemment une source d'enrichissement pour ces entités considérables. Et ne croyez pas qu'en Calédonie, on est à l'abri, très loin de là. On a encore eu un cas il y a quelques jours d'une personne qui se plaignait de l'atteinte aux droits numériques qu'elle avait remise à une société financière et qui va certainement donner lieu à un procès parce qu'elles ont été exploitées pas de la façon dont elle le souhaitait. Alors ensuite, autre mode de diffusion, on va rentrer dans le périmètre du RGPD, en quoi ça vous concerne. Donc c'est facile, quelles sont les entités concernées ? Absolument toutes. Dès lors qu'on est un professionnel et qu'on gère des données à caractère personnel, de clients, de patients, de salariés, de tiers, de qui vous voulez, on est soumis au RGPD.
quelle que soit notre forme, hein. On peut être une entreprise, une association à but non lucratif, qu'on soit un sous-traitant, qu'on soit une entreprise publique, un organisme public, une collectivité, un établissement public. Toutes ces entités sont soumises à la réglementation générale de la protection des données. Et le RGPD va beaucoup concerner les organismes publics, et vous aurez aussi tous noté que les organismes publics ne se bousculent pas au portillon pour se mettre en conformité, hein. Moi, je n'en connais aucun en Nouvelle-Calédonie qui est aujourd'hui en conformité. Il y en a quelques-uns qui ont lancé de timides appels d'offres, mais qui ne sont pas arrivés au bout. L'OPT, eux, disent qu'ils vont y arriver tout prochainement, mais bon, à mon avis, il y a encore beaucoup de travail. La mairie de Nouméa, je sais qu'elle l'a fait. La Nouvelle-Calédonie, la collectivité, a lancé, a recruté la personne qui va être le délégué à la protection des données, mais c'est quand même un chantier gigantesque, hein. Il y a 31 directions, dont la DAS par exemple, avec toutes les lourdeurs administratives à mettre en place, etc. Donc c'est un travail certainement sur 2 à 3 ans au moins. Donc c'est effectivement un gros boulot qui les attend. Toutes les activités sont concernées, donc même les activités de pharmacie. Il n'y a pas d'entité qui est exonérée du RGPD. Ça m'arrivait au début, souvent les médecins notamment me disaient « nous, on ne va pas être soumis au RGPD parce qu'on est soumis au secret professionnel ». Donc on garantit la protection des données. C'est justement parce qu'on a des données sensibles qu'on est d'autant plus soumis aux contraintes du RGPD. Donc il n'y a pas d'entité exonérée. Pareil pour les avocats, on a des données évidemment extrêmement sensibles, on a un secret professionnel qui est certainement le plus lourd, et pourtant on est soumis au RGPD, enfin raison de plus, a fortiori on est soumis au RGPD. Alors souvent on nous pose la question pour les entités, notamment les TPE ou les PME, quelles vont être les charges que ça représente ? Parce que indiscutablement, le RGPD est une charge, hein, pour les entreprises. On ne peut pas le présenter autrement que comme ça. D'abord, ça va être une charge organisationnelle, ça va être une charge d'apprentissage de ce qu'est le RGPD, d'appréhension. Ce n'est pas non plus colossal, mais enfin, il faut quand même comprendre de quoi l'on parle. Donc, il y a des nouvelles obligations qui apparaissent avec le RGPD. Et pour certains, ça va être 100% d'informations nouvelles s'ils n'étaient pas en phase avec la loi de 78. Le volume de temps pour se mettre en conformité, c'est aussi une question qu'on nous pose très souvent. Alors ça va varier de quelques jours, et je vous l'ai dit, sur les très grosses entités, ça peut être plusieurs mois de temps de mise en conformité. En général, nous, on le fait en 2 temps, c'est-à-dire qu'on fait la phase d'audit dans un premier temps, et en fonction de ce qu'on trouve dans l'audit, après on fait la mise en conformité proprement parlée. Mais on verra, hein, toutes ces phases dans le détail tout à l'heure. Et puis le budget, là c'est assez difficile de répondre, mais enfin je vais quand même en dire quelques mots parce que on nous pose souvent la question. Vous avez des entreprises sur des PME qui vont commencer à 150 000, 200 000 francs. En fait, on compte en jours de travail, hein, et puis ça peut aller jusqu'à, en gros, 500, 600 000, voire plus. Ça dépend de ce qu'on va trouver dans l'entreprise. Et vous aurez quand même des grandes variations de prix en fonction de la personne qui vous propose la mise en conformité. Donc la seule chose, c'est qu'il faut être vigilant quant à la qualité de la personne. Mais après, vous avez de tout, hein, et il y a des personnes qui le font très bien. D'autres personnes peuvent s'inquiéter un petit peu de leur connaissance du RGPD au préalable et de leur capacité à mettre en conformité une entreprise. Le but de cette formation, c'est aussi de vous donner des éléments clés qui vous permettront de détecter qui est plus ou moins sérieux dans ce cadre-là. Mais enfin, ça vous donne un ordre de grandeur pour savoir. Alors, ce n'est pas une charge pour les entreprises, il y a quand même vraiment des plus-values, et on le voit à chaque fois, hein. Quand on voit une entreprise, très régulièrement, lorsqu'on fait l'audit, notamment au moment de l'audit, on voit tout ce qui est redondance dans les traitements, des données qui sont employées de façon un petit peu anarchique, qui n'ont pas lieu d'être collectées, qui auraient dû être effacées, etc. Donc déjà, ça permet un petit peu de voir ça. Permet aussi d'améliorer les circuits organisationnels de l'entreprise. Et puis, bien évidemment, quand on fait la mise en conformité, on revoit aussi tout ce qui est documentation juridique, donc les contrats, la sous-traitance, même les contrats salariés, etc. Et là, ça permet aussi d'améliorer les choses
pas seulement sous l'angle du RGPD, mais d'une façon générale. Quand on va regarder un contrat, si on voit quelque chose qui nous interpelle, on ne va pas dire « Ah non, mais là, moi, je suis là pour le RGPD, ça ne me concerne pas ». Bien évidemment, on va signaler à l'entreprise tout ce qui peut poser des problèmes avec sa sécurité juridique. Donc, c'est un vrai plus quand même s'il une fois encore, j'insiste sur on ne nie pas l'aspect charge, mais c'est quand même un vrai point positif. Et puis les entreprises qui sont en conformité avec le RGPD l'utilisent en termes d'image très rapidement. Là, on a fait la mise en conformité d'une entreprise qui tout de suite le met en avant sur son site internet. Elle en fait un argument vis-à-vis de ses clients, c'est une entreprise commerciale, vis-à-vis de ses clients en leur disant « Vous pouvez venir en confiance chez nous, on fait en sorte que vos données soient protégées et ne soient pas diffusées, etc. » Alors, au sein de l'entreprise, on va identifier plusieurs personnes. D'abord, on va parler du responsable de traitement. Donc ça, c'est un terme que vous allez réentendre tout au long de la formation et qui fait partie du RGPD. Le responsable de traitement, à proprement parler, c'est l'entreprise elle-même. Donc c'est elle qui est responsable du traitement des données que leur remettent les personnes. Mais évidemment, par assimilation, on va considérer que c'est la personne physique qui va représenter l'entreprise. Donc ça va être en général le gérant, le directeur général, le président. C'est lui qu'on va qualifier de responsable de traitement. Le responsable de traitement, mais j'en redis quelques mots, c'est celui qui détermine la finalité, les moyens du traitement. Et il est le seul responsable de la conformité au RGPD. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui normalement ne se délègue pas. Donc ça peut se déléguer sous certaines conditions, mais par principe, il faut retenir que le gérant est responsable de la conformité de l'entreprise et qui peut engager donc sa responsabilité au même titre qu'il l'engagera dans les autres domaines, mais le RGPD en fait partie. Tous les services opérationnels sont concernés par le RGPD. Donc si vous avez des services internes, quels qu'ils soient, un service RH, service dans les pharmacies, c'est plus rare, mais enfin ça peut se produire. Si vous avez quelqu'un qui est chargé de la comptabilité, etc., elle va être concernée. Toutes les personnes qui sont à l'accueil, qu'elles aient la qualité de pharmacien, de préparateur, etc., tout le monde est concerné. Le délégué à la protection, c'est la personne qui va être en charge de la mise en conformité. Et parfois, dans certains cas, il va falloir le maintenir après la mise en conformité. Dans ce cas-là, il va prendre le nom de DPO, Data Protection Officer, et c'est l'acronyme anglais qui s'est imposé, comme dans beaucoup de domaines avec le RGPD. Et c'est lui qui va être en charge de veiller au maintien de la conformité du RGPD. Il peut être interne à la société, absolument. Je suppose que vous me demandez comment on détecte le bon DPO au sein de l'entreprise. C'est une bonne question. Non, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, il doit quand même avoir suivi obligatoirement des formations parce qu'il va se déclarer à la CNIL en tant que DPO. Aujourd'hui, il n'y a pas de critères d'identification, on va dire, par diplôme du DPO, même s'il y a des diplômes de DPO qui sont délivrés. Donc, ce qui permet à tout le monde de pouvoir se décréter DPO, le but étant que chaque entreprise puisse le désigner facilement. Simplement, après, il va engager sa responsabilité sur ce qu'il fait faire à l'entreprise. C'est un auditeur, un conseiller et aussi un petit organisme de contrôle au sein de l'entreprise. Donc, il doit quand même savoir ce qu'est le DPO. Là, ça ne peut pas être le chef d'entreprise? Non, puisqu'il va être en conflit d'intérêts. Mais on va le revoir après, dans les phases de mise en conformité. Donc non, ce n'est pas le chef d'entreprise, il y aurait un conflit d'intérêts. Et dernier élément, même s'il est externe à l'entreprise, c'est vos sous-traitants qui sont effectivement des acteurs de mise en conformité du RGPD de chaque entité. Et là, les sous-traitants, on en a tous forcément, et ils doivent être aussi en conformité. Donc c'est aussi un des mécanismes prévus par le RGPD pour assurer son succès, c'est effectivement de contraindre les entreprises à s'assurer que les sous-traitants sont en conformité. Ce qui veut dire concrètement qu'aujourd'hui, une entreprise qui veut répondre à un appel d'offres doit s'assurer d'être en conformité. Ça concernera moins les pharmacies, mais lorsqu'une personne publique va lancer un appel d'offres ou une personne privée, que ce soit KNS, que ce soit Valais, va lancer des appels d'offres, si elle est en conformité, dans son appel d'offres, elle devra demander la garantie que les personnes qui répondent à l'appel d'offres soient aussi en conformité. C'est pour ça que je vous disais, il y a quand même des plus-values. C'est qu'évidemment, ceux qui seront mis en conformité vont pouvoir répondre
à des appels d'offres, là où d'autres vont avoir plus de mal à pouvoir subsister. Donc le responsable de traitement, c'est les définitions, hein. C'est celui qui détermine les finalités et les moyens d'un traitement. Donc dès lors que vous décidez d'avoir un traitement dans votre pharmacie, je ne sais pas moi, le traitement des feuilles de salaire de la pharmacie, c'est vous qui déterminez la finalité et les moyens, même si vous confiez ça à un tiers, qui va être votre sous-traitant par exemple, ou quelqu'un en interne, c'est vous qui êtes responsable du traitement tel qu'il est mis en œuvre. Les personnes concernées, là aussi vous allez retrouver le terme, c'est tout simplement les personnes dont on traite les données personnelles, quelle que soit leur nature, que ce soit un client, que ce soit un prospect commercial, que ce soit un tiers, quelle que soit la nature de la personne, au sens du RGPD, c'est une personne concernée. Le co-traitant, elle va déterminer conjointement les finalités, les moyens du traitement. Donc dans votre cas, en matière de pharmacie, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de situations où vous êtes en co-responsabilité de traitement. Ce sera vrai par exemple si une compagnie aérienne, une agence immobilière et un hôtel s'associent pour proposer une offre de service, recueillent les données des gens, style TripAdvisor, recueillent les données des personnes. On va considérer qu'il y a des co-responsabilités de traitement avec les hôtels et les compagnies aériennes. Le destinataire, c'est l'entité tierce à qui on va pouvoir diffuser des données à caractère personnel. Donc typiquement dans votre cas, la CAFAT va être un destinataire de données à caractère personnel. Donc au sens responsable de traitement, au sens pharmacie, vous voulez dire quelques mots, Iris? Allez-y. Non, c'est vous? Oui. D'accord, bon, je me lance alors. Donc pour l'officine, ça va être le ou les titulaires de l'officine qui sont responsables de l'ensemble des traitements mis en œuvre au sein de la pharmacie. Les personnes concernées, ça peut être les clients, ça peut être les médecins traitants, ça peut être les fournisseurs, ça peut être les salariés ou toute autre personne dont les données font l'objet d'un traitement. Donc si vous recevez des ordonnances médicales et que vous conservez dans vos bases de données le nom des médecins, ça va être une personne concernée dont on doit assurer la protection. Vous voyez, ça ne concerne pas que les patients de ces médecins. Et le destinataire, alors l'ordre des pharmaciens, je ne sais pas trop si vous recevez des données à caractère personnel, peut-être ceux des médecins justement. Surtout les pharmaciens qui sont adhérents à l'ordre. Par exemple, oui, bien sûr, non, mais je veux dire, si une pharmacie reçoit un patient... Alors on peut, quand il y a des plaintes, des choses comme ça, on peut avoir... Oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc dans ce cas-là, voilà, enfin, les hôpitaux, la CAFAT, les mutuelles, tout ça, ce sont des organismes qui vont être destinataires de données à caractère personnel. Ça vous paraît... Oui. À ce stade du développement, j'aimerais savoir, parce que c'est très important pour nous, quel est l'élément qui permet de déterminer que la personne nous autorise à utiliser ces données et que cette personne autorise de fait tout le chaînage des intervenants à utiliser ces données. Parce que dès lors qu'on reçoit l'ordonnance, elle est traitée, rentre une possibilité d'identification. Donc ce sont des données personnelles. Absolument. Elles Bonjour sont madame. transmises aux caisses. Absolument. Elles sont transmises aux médecins. Elles sont transmises à tous les intervenants de la chaîne. Oui, tout à Quel fait. est donc l'élément qui nous permet d'affirmer qu'en toute bonne foi, on est en règle et qu'on a obtenu de cette personne-là, par cette démarche, de nous donner l'ordonnance, on a donc l'autorisation d'utiliser ces données personnelles. Quel est le lien entre la personne qui rentre dans une pharmacie et vous? Moi, Oui, je rentre dans votre pharmacie, je vous achète des produits. Quel est le lien qui nous unit? c'est le service. Oui, et donc, ou pas d'ailleurs, Et pas forcément d'ordonnance. l'utilisation des données, forcément, Non, mais je voulais dire sur le lien juridique au sens de droit civil, c'est le contrat qui va nous lier. C'est-à-dire que moi, je vous achète un service, en contrepartie de quoi vous recevez une rémunération. Donc, pour répondre à votre question, on va voir toutes les bases légales qui permettent de recueillir des données à caractère personnel. La principale, c'est le consentement. Mais évidemment, vous ne faites pas un recueil de consentement chaque fois que quelqu'un vous achète un produit. Donc, faut-il un papier avec un recueil de consentement spécifique? dans certains cas, oui, mais la plupart du temps, non. Génétique ou biométrique ou autre, ou faut-il se contenter juste de l'ordonnance? Il faut, enfin, la plupart du temps, vous aurez juste à vous... Mais on va les voir, ce qu'on appelle les bases légales du traitement de données. Déjà un avant-goût.
Mais j'essaye de maintenir le suspense le plus longtemps possible. J'ai trop peur que vous nous quittiez avant la fin. Donc, mais l'avant-goût, vous l'avez eu. C'est la base contractuelle, c'est-à-dire comme quand je vais chez le boulanger, si je lui remets un chèque, il a mes données à caractère personnel et même des données sensibles qui sont les données bancaires, mais il ne m'a pas fait signer un contrat, il ne m'a pas demandé mon consentement. Ce sont des contrats oraux, tout simplement. Donc, vous serez dans cette disposition-là. Donc les sous-traitants, on en a parlé. Donc le responsable de traitement, c'est celui qui détermine les finalités et les moyens. Pourquoi et comment. Le sous-traitant, c'est celui que l'on va aller chercher pour faire ce traitement. Alors attention, sous-traitant au sens du RGPD, ce n'est pas tout à fait un sous-traitant au sens de la loi de 75, c'est-à-dire les personnes qu'on va employer de façon courante. Imaginons que vous avez un contrat de sous-traitance avec un service de ménage. S'il n'accède pas aux données à caractère personnel, il ne va pas être sous-traitant au sens du RGPD. Ça va être votre sous-traitant au sens contractuel, habituel, mais il ne sera pas concerné par le RGPD. Si par contre elle accède aux dossiers, les époussettes ou que sais-je, dans ce cas-là, il faudra peut-être prévoir des mentions de confidentialité spécifiques dans le contrat de sous-traitance. De la même façon, vous avez des informaticiens qui peuvent assurer une maintenance sans pour autant accéder aux données à caractère personnel. Donc on va regarder si ce sont bien des sous-traitants au sens du RGPD, ça n'est pas systématique. Le sous-traitant, donc, c'est celui qui traite des données à caractère personnel pour le compte, sur instruction et sous l'autorité d'un responsable de traitement. Donc c'est ce que je vous disais, hein, ne sont pas sous-traitants, par exemple les éditeurs de logiciels ou les fabricants de matériel. Vous allez les avoir comme sous-traitants au sens contractuel, mais pas au sens RGPD. Une question là-dessus. Oui. Quand on a notre sous-traitant qui nous fournit le logiciel de la pharmacie, qu'on fait une migration d'un logiciel, là, il traite les données que l'on avait avant. Donc oui, là, il devient votre sous-traitant. Acteur et non pas juste fournisseur de logiciel. Tout à fait. L'importance que le logiciel, le logiciel et l'entreprise soient en conformité. Mais ce qu'elles s'efforcent de faire, en général, les entreprises dans le domaine informatique. Alors en Calédonie, une fois encore, ça commence progressivement, mais les informaticiens sont souvent des PME, voire des TPE. Moi, c'est le cas des informaticiens qui interviennent au cabinet. Et effectivement, d'ailleurs, c'est nous qui leur donnons les contrats et tout ça, mais c'est effectivement quelque chose à assurer. Autre grand acteur, même si une fois encore ça nous concerne assez peu, mais c'est pour qu'on comprenne la diffusion et la sensibilité des gens et pourquoi finalement ça va nous retomber dessus au sens des PME, c'est ce qu'on appelle les GAFAM, hein, donc Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft, qui sont les plus gros consommateurs de données à caractère personnel dans le monde et qui tirent des chiffres d'affaires colossaux de ces données à caractère personnel. D'ailleurs, vous verrez que ceux qui sont gratuits de type Google ou Facebook, ça ne les empêche pas de gérer des milliards de dollars, des centaines de milliards de dollars. Vous avez d'autres acteurs qui, évidemment, quand on parle des GAFAM, ça va concerner aujourd'hui toutes les entreprises qui interviennent sur le net. Par exemple, Netflix et YouTube sont des gros consommateurs de données à caractère personnel, tout simplement parce que c'est des gros consommateurs de bande passante. Ces deux entreprises représentent à elles toutes seules 50% de la bande passante mondiale. Donc il y a deux entreprises qui consomment la moitié de la bande passante mondiale, enfin aux heures de pointe. Mais en permanence, ils sont à 20% et aux heures de pointe, ils sont entre 50 et 60%. Et évidemment, ce sont des gros brasseurs de données à caractère personnel. Elles ont en commun, comme je vous le disais, ces trois entités d'être gratuites, ce qui vous montre la valeur des données à caractère personnel. Ça vous montre la valeur financière. Le dicton sur Internet, c'est quand c'est gratuit, c'est vous le produit. Et là, vraiment, ça se voit absolument. Donc j'ai vu d'ailleurs que YouTube allait changer, sous l'influence du RGPD, toutes ces données. Ils vont complètement modifier tout leur système de collecte de données. Vous en avez des nouvelles, celle-là je vous l'ai mise parce qu'elle m'amuse beaucoup. Elle s'appelle WeWard, je l'ai trouvée sur les applications à télécharger. C'est très intéressant comme système. Vous téléchargez ça sur votre Android ou sur votre Apple.
Et elle mesure les distances que vous parcourez tous les jours, tout simplement. Et en fonction de ça, elle vous incite évidemment à marcher plus, et en fonction de ça, elle vous rémunère. Donc ils peuvent vous donner jusqu'à 20 € par jour en fonction des endroits où vous vous déplacez. Et bien évidemment, pour eux, le gain, c'est de revendre les données à caractère personnel que vous leur envoyez, donc où vous vous trouvez, devant quel commerce, quelles sont vos habitudes, etc. Et les commerçants peuvent s'y abonner. Alors pour eux, c'est payant, mais ils accèdent à une base de données considérable dans ce cas-là. Et donc, c'est pour vous dire à quel point l'ingéniosité va loin. On a l'impression que c'est gratuit. Nos données à caractère personnel ont une grande valeur et leur diffusion, c'est une atteinte à notre patrimoine quelque part. Et je vous ai mis là ce qu'on appelle les data brokers. Les data brokers, eux, récupèrent, en plus de tout cela, toutes les données à caractère personnel qu'ils peuvent, donc c'est leur métier, et ils les revendent, et ça se diffuse dans le monde de cette façon-là. Et le chiffre d'affaires en 2008 des data brokers, c'est 300 milliards de dollars. Donc ça vous montre la valeur, en plus des autres entreprises que vous voyez là, rien que ces officines de recueil de données à caractère personnel recueillent et vendent pour 300 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Donc ce qui ferait pâlir d'envie bien des États. Et c'est évidemment des gros pourvoyeurs d'atteinte aux données à caractère personnel. C'est pour ça qu'ils vont faire énormément de recherches, plus ou moins légales. Il y en a qui le font en toute légalité, d'autres de façon beaucoup plus insidieuse. Mais une fois encore, d'où la nécessité de protéger les données à caractère personnel. Alors, comparé à ces géants, on est bien peu de choses. Mais les individus que nous sommes aussi, moi, si je remets des données à caractère personnel à mon pharmacien, à mon avocat, à qui je veux, je l'attends à être protégé, autant que si je les remets à Facebook, à Microsoft. Il n'y a pas de raison que je sois moins protégé par une PME que par une multinationale. Donc c'est pour ça que le RGPD va s'appliquer de façon absolument identique à toutes les entités, quelles qu'elles soient. Ah oui, tiens, un exemple récent, fin mai 2019, c'est le Washington Post et le Wall Street Journal qui ont dénoncé les applications de l'Apple Store, dont certaines pour enfants, qui ont été équipées de trackers et qui analysent à un rythme effréné l'activité de l'usager et envoient ces données à des firmes sans qu'ils en soient clairement informés. Donc ils ont téléchargé un logiciel qui s'appelle Privacy Pro, et à partir de là, qui analyse lorsqu'on télécharge une application, quels sont les trackers qui vont venir chercher des informations. Et en l'espace de quelques heures, il dit à 23h43, une société nommée Amplitude collecte mon numéro de téléphone, mon email et ma géolocalisation. À 3h58, une autre baptisée Apple Boy recueille l'empreinte unique de mon téléphone. À 6h52, un tracker nommé Demdex reçoit un moyen d'identifier mon téléphone et envoie une liste d'autres trackers à y associer. Et hop, et là, j'ai vu que UFC Que Choisir vient de déposer une plainte il y a 3 jours contre Android en disant qu'il y a 340 connexions par jour sur les téléphones Android de gens qui viennent récupérer des données à caractère personnel sur chaque téléphone. Donc vous voyez le volume de données qui sont appliquées. Voilà pour le pourquoi on est soumis au RGPD. Alors les principes fondamentaux du RGPD. Ils sont au nombre de 8. C'est ce qu'on appelle les règles d'or, c'est la CNIL qui les appelle comme ça. Et donc ça va répondre notamment à la question de monsieur, c'est comment on fait, pourquoi on le fait lorsqu'on crée un traitement. Tous ces principes vont s'appliquer à chacun des traitements qu'on va identifier dans une entreprise. Je m'écarte du champ lumineux. Finalité du traitement, on va déterminer à quoi sert un traitement, pourquoi il est là, donc c'est systématique. La base légale, ce qu'on appelle la licéité du traitement, sur quoi on va fonder le traitement. Donc je le disais, c'est soit le contrat, soit le consentement, soit une obligation légale, enfin on va les voir, il y en a 6. La minimisation des données, c'est-à-dire qu'on ne va recueillir que les données dont on a besoin et pas des données tout à fait stériles pour notre activité. On va protéger les données sensibles, on va conserver pour une durée limitée les données et on le fera en toute sécurité, en transparence et dans le respect du droit des personnes. Ça, c'est 3 points qu'on verra en deuxième partie. Mais on va voir les 5 premiers qui sont fondamentaux pour le droit des personnes. Donc un traitement doit correspondre à une finalité, systématiquement. On ne doit pas trouver de traitement dans une entreprise qui n'a pas de finalité. Je vous rassure, on en trouve à chaque fois, mais le but, c'est de les éliminer. Donc une finalité doit être toujours déterminée, légitime et explicite.
Donc, principe clé, la finalité, c'est le pourquoi d'un traitement. Qu'est-ce que l'on recherche lorsqu'on va créer un traitement de paye pour des salariés? Qu'est-ce que l'on vise à faire? Donc, la finalité doit évidemment être déterminée, c'est-à-dire qu'elle doit être claire, elle doit être précise, elle doit être nécessaire pour l'entreprise. On ne doit pas avoir de finalité au cas où on ne sait jamais. J'ai eu le cas en formation d'une chef d'entreprise qui avait 200 salariés et qui recueillait énormément d'informations sur ses salariés dans l'hypothèse où un jour on pourrait en avoir besoin. Donc des données sur la composition familiale, des données sur le comportement de la personne. Et puis elle émettait même son petit diagnostic médical. Elle nous l'a dit devant les stagiaires en disant « il y en a un, je suis sûr, c'est un schizophrène ». Alors je dis, mais vous ne l'avez pas mis dans vos traitements RH? Si, on a des zones de texte et j'ai mis ce type a un comportement de schizophrène. Je dis, mais à quoi ça vous sert d'aller recueillir, vous imaginez, si quelqu'un accède à ce type de données, les dégâts que ça peut faire. Je dis, à quoi ça vous sert? Elle me dit, si jamais je ne suis pas là, ça permet aux autres gérants de le savoir. Donc j'ai compris qu'en plus l'information elle était diffusée. D'autre part, on peut imaginer sa compétence médicale pour poser ce diagnostic. Puis elle me dit, puis si un jour je vends l'entreprise, c'est important pour la personne qui rachète qu'elle connaisse bien chaque employé de l'entreprise. Donc voilà, c'est ce que j'appelle les traitements au cas où on ne sait jamais. C'est évidemment à proscrire. Alors dans l'activité médicale, évidemment, les zones de texte sont beaucoup plus importantes parce qu'il faut avoir un avis sur le patient. Mais sinon, tout ce qui est traitement automatique et tout ça, on évite d'avoir des zones de commentaires sur les personnes. Deuxièmement, la finalité est légitime, c'est-à-dire qu'on va apprécier la légitimité d'un traitement par rapport au RGPD lui-même, mais également par rapport à la loi. Donc ça veut dire qu'on va vérifier que le traitement est en conformité avec toutes les lois, notamment loi du travail, toute la réglementation médicale dans votre cas, le droit de la consommation si ce sont des commerçants, etc., etc. Donc on va considérer qu'un traitement qui est en violation de la loi, qui va recueillir des données ou porter des atteintes par exemple à des droits des salariés, n'est pas en conformité par rapport au RGPD parce que sa finalité n'est pas légitime. On va aussi vérifier la proportion de l'atteinte. Donc le RGPD fonctionne très, très souvent dans ce rapport proportionnel entre les droits des personnes et les obligations du chef d'entreprise. Vous le savez, en droit du travail, ce principe d'équilibre est très, très fréquemment utilisé. Notamment, un salarié a le droit à une vie privée sur son lieu de travail et il a le droit au respect de cette vie privée, ce qui fait que le chef d'entreprise peut vouloir limiter certains abus. Lorsque quelqu'un passe son temps sur Facebook, on va considérer qu'il excède le droit à la vie privée. Si par contre il reçoit des appels téléphoniques de son épouse ou de son mari 2 fois dans la journée, on va considérer que la proportion est légitime. Donc on va s'assurer à chaque fois que les droits de la personne ne sont pas trop atteints par le traitement qui est mis en œuvre si jamais ça interfère dans les droits des personnes. Et une finalité trop intrusive est considérée comme illégitime, mais une fois encore, ce n'est pas propre au RGPD, ça on le retrouve dans beaucoup de droits, le caractère trop intrusif. Par exemple, si vous faites, c'est le cas souvent chez les opérateurs miniers, vous faites des contrôles d'alcoolémie sur mine, sur tous ceux qui utilisent leur véhicule sur mine, il ne faut pas que le contrôle d'alcoolémie, et malheureusement ça se voit, soit permanent et systématique. Vous avez des mines où chaque matin, tout se passe au détecteur d'alcool. Pardon ? Ben non. Non, parce qu'on considère que c'est trop intrusif. Le poids qu'on fait porter sur les agents, le contrôle qu'on leur fait, l'employeur, c'est une finalité de sécurité, mais pour les agents, on considère que, enfin pour les personnes, on considère que c'est trop intrusif. On peut faire des contrôles aléatoires, c'est pas interdit. Il faut d'abord en avoir une bonne raison pour ça. Si moi, dans mon cabinet, je faisais des contrôles d'alcoolémie tous les matins, je ne suis pas sûr que tout le monde puisse y rentrer déjà. Mais en delà de ça, on considérait que c'est beaucoup trop intrusif. Et c'est pareil pour un opérateur minier. Pardon ? S'ils sont obligés de souffler dans le camion pour que ça autorise, c'est pas intrusif. Bah si on considère. C'est lié à la machine. Ah pardon, j'ai mal... Si on met un détecteur d'alcool pour que la machine démarre, c'est intrusif. Bah si. C'est intrusif aussi ? C'est intrusif aussi.
Je sais. Non, mais si ça, c'est votre voiture, ça, c'est votre problème. Mais si c'est l'employeur qui vous impose systématiquement par un mécanisme de souffler pour faire démarrer le véhicule, on va considérer que l'atteinte est trop importante. Quelle est la responsabilité de l'employeur si l'employé conduit bourré? Ben justement, là, c'est la responsabilité de l'employé. Il sait que c'est interdit. Si l'employeur a bien informé et en plus il a mis des contrôles aléatoires, on va considérer qu'il a rempli son obligation de sécurité. Il n'est pas tenu de faire des... À ce moment-là, on va aller jusqu'au bout. Il va aussi faire des prises de sang pour le cannabis tous les jours. Il y a des tests à l'hiver. Oui, ou des tests à l'hiver. Mais enfin, et qu'est-ce qui fait de toutes ces données? C'est lui qui fait l'analyse médicale? Non, il transmet au médecin sur site. Mais... Christophe, il arrive, il est clean, il a une petite bouteille dans son truc, il boit après le contrôle, et puis ça y est, c'est bon, il est là. Ah ben oui, mais ça après c'est sa responsabilité. Vous ne pouvez pas empêcher quelqu'un, vous n'allez pas non plus le contrôler tous les quarts d'heure. Donc c'est déjà... Enfin, bon, vous avez compris l'idée. De toute façon, on a le droit de faire des contrôles, mais ce n'était pas pour lancer un débat sur les mines, hein, ce n'est pas l'objet. Mais... pardon ? C'est flou? D'accord. C'est de quoi, l'alcool ou ce que je dis? Après l'alcool, très flou. Non, mais c'est pas flou du tout. C'est défini très précisément en jurisprudence, je viens de vous le dire. On ne peut pas faire un contrôle systématique et permanent. Je ne suis pas créateur de la règle, elle existe et elle est extrêmement claire. Donc vous avez le droit de contrôler. Pardon? Même sur son mari. Mais de la même façon, quelqu'un a le droit de recevoir des fichiers personnels et d'avoir sur un ordinateur de travail une vie privée, mais elle ne doit pas occulter totalement sa vie professionnelle. Donc on va considérer que là, dans ce cas-là, s'il passe sa journée sur Internet, il a le droit d'aller sur Internet, mais s'il y passe sa journée, on va considérer que l'employeur est en droit de prendre des sanctions parce qu'il y a un abus de situation personnelle. Donc vous savez, sur les ordinateurs, on l'a vu il n'y a pas longtemps, souvent les salariés mettent des fichiers privés avec leurs photos. Et là, sur l'ordinateur, n'était pas protégé par mot de passe. Donc tous les salariés peuvent accéder à ces photos. Et plus étonnant, même les sites distants, puisque c'était une entreprise qui fonctionnait en réseau, tout le monde accède à tous les ordinateurs. Donc en matière de protection des données privées, ça pose problème. Donc il a le droit d'avoir un fichier privé sur un ordinateur. Il ne faut pas que ce soit accessible à tout le monde. Et puis surtout, il doit l'identifier comme étant privé, parce que là, il n'y avait rien qui permettait de savoir que c'était des données privées. Pardon ? Oui, ou avec des clés. Enfin, après, il y a plein d'autres moyens. Mais enfin, je vous dis ce qui est la règle de droit. Après, effectivement, on peut déterminer les conditions pratiques. Explicite, ça veut dire que la finalité doit être portée de façon claire à la connaissance des personnes concernées. Donc c'est tout simplement le droit à l'information. Lorsqu'on a un traitement sur des personnes, il faut les informer que ce traitement existe et quelle est la finalité. Donc à chaque fois, il faut que cette information soit accessible aux personnes. Alors, par exemple, dans votre cas, si vous avez besoin de collecter des informations, ces informations des dossiers patients, entre guillemets, répondent aux seuls besoins de la prise en charge des patients. Donc, il s'agit notamment de permettre la gestion des rendez-vous, gestion des dossiers médicaux, l'édition des ordonnances, l'envoi de courriers aux confrères ou aux collègues ou en interne dans l'entreprise, l'établissement et la télétransmission des feuilles de soins. Évidemment, ça va dépendre après de chaque situation. C'est un exemple. Si ce sont des salariés, ça va être d'autres informations qui vont être autorisées au titre de finalité. Toute autre utilisation des informations que collectées à l'occasion de la prise en charge doit être réalisée avec précaution. Donc, notamment faire de la prospection commerciale auprès de personnes. Ça vous est interdit par nature, du fait de votre profession, mais ça vous est aussi interdit au titre du RGPD. Alors, exemple de détournement de finalité. Bon, ça ne va pas vous plaire, hein, je suis désolé, mais bon, c'est encore le droit qui le prévoit. Si on met en place une vidéosurveillance, si la vidéosurveillance, elle est là à des finalités de sécurité des locaux, elle n'est pas là pour une finalité de surveillance du rendement des salariés. Donc utiliser, imaginons, je suppose peut-être qu'il y en a d'ailleurs très certainement dans l'accueil du Hilton qui a des caméras de surveillance. Le but, c'est bien d'assurer la sécurité de l'hôtel. Ce n'est pas pour vérifier si tel employé arrive en retard ou pas systématiquement.
Et utiliser les bandes vidéo à cette fin-là, c'est un détournement de finalité. C'est-à-dire qu'on a mis en place un traitement, recueil de données sous forme d'images des personnes. Ce n'est pas afin de sanctionner des salariés ou toute autre personne, quelle que soit la raison pour laquelle on les sanctionnerait. Une pointeuse, c'est sa finalité, c'est de contrôler les horaires. Donc là, la finalité, elle est claire. Mais dans le cadre de la vidéosurveillance, la finalité, c'est la sécurisation des locaux, ce n'est pas le rendement horaire des employés. Pareil sur la géolocalisation des véhicules pour assurer le suivi de la livraison. Là, de la même façon, c'est pour la traçabilité des documents et des biens transportés. Ce n'est pas pour vérifier le rendement du salarié. Et lorsque ça existe de façon permanente, il y a une entreprise de transport qui me disait, ce que j'ignorais il y a 15 jours, que tous leurs véhicules sont géolocalisés, mais pour permettre aux salariés de s'arrêter, comme je vous le disais, par exemple pour le respect de la vie privée, si vous voulez s'acheter une baguette de pain, il a le droit. Ils ont un bouton sur le tableau de bord qui permet de désactiver la géolocalisation du véhicule. Donc c'est une façon de ne pas assurer un contrôle permanent et systématique du salarié. Détournement de finalité, c'est un délit. Donc d'abord, c'est prévu par le code pénal avec une amende à 36 millions de francs et 5 ans de prison. Donc ce sont des amendes lourdes. Et puis le RGPD a rajouté une petite amende de 2,4 milliards également, ou 4% du chiffre d'affaires, le seuil le plus haut l'emportant. Oui. Ah non, je croyais que vous vouliez me poser une question. Oui. Les droits administratifs des mutuelles de gens qu'on n'a jamais vus. Ce qui fait qu'ils ne nous ont pas donné leur autorisation. Et vous les avez d'où ces données? Eh bien, elles viennent du fichier de la mutuelle. C'est la mutuelle qui nous les donne. Donc c'est elle qui les recueille. Donc c'est à elle de s'assurer de la conformité et de la protection du droit des personnes. Dans ce cas-là, vous êtes destinataire, très certainement, voire sous-traitant d'informations. C'est à elle d'informer les personnes qu'elle est susceptible de transférer les données qu'elle recueille à des tiers que vous êtes. Et ce n'est pas vous qui êtes... Nous, on peut les avoir. Vous pouvez les avoir, oui. Non, ça n'interdit pas de travailler, le RGPD. C'est vraiment l'idée, c'est de protéger le droit des personnes. On pourrait l'appréhender sous cet angle-là, mais bon, il y a quand même beaucoup de situations pratiques qui en fait trouvent une solution assez facilement. Oui. On reçoit les fichiers. Par contre, nous envoyons par télétransmission notre dossier à ces mêmes mutuelles. Là, par contre, c'est nous. Oui. Donc, de toute façon, on se renvoie la balle. Oui, mais dans ce cas-là, il faut savoir qui a fait le recueil de données. Si c'est une personne qui vient vous voir en vous disant, voilà, je vous donne ces éléments, dans ce cas-là, vous allez transférer. On est censé s'assurer que ce bénéficiaire, ce que vous avez souligné tout à l'heure, est conforme. Oui. Les organismes publics sont loin de l'être. Oui, j'ai une mutuelle là, qui nous a demandé de la mettre en conformité, mais je pense qu'effectivement les autres ne le sont pas. Mais dans ce cas-là, vous vous protégez par les clauses que vous mettez en place, soit avec les personnes qui viennent vous voir, soit avec les mutuelles. Ça ne vous interdit pas, même si elles ne sont pas en conformité, vous pouvez à ce moment-là prévoir des conditions pour vous garantir que c'est leur responsabilité et pas la vôtre. Je pense que les mutuelles sont en conformité parce que lorsqu'on ouvre le matin, on ne peut pas savoir quel nouveau client on aura. Oui. Donc l'ouverture des droits est acquise par le contrat d'adhérent mutuel et on a ensuite un sous-contrat avec la mutuelle en étant conventionné de cette mutuelle. Donc tout au long, on ne peut reprocher à quiconque d'être en infraction. Je ne suis pas tout à fait convaincu de ça. Mais... Oui, vous pouvez prévoir qui va venir chez vous. Mais ce n'est pas l'objectif. Ce qu'il faut, c'est que votre traitement soit en conformité. Ce n'est pas au cas par cas. Oui, ça ne change rien. C'est votre traitement qui doit être en conformité. Après, les données que vous allez collecter, vous n'allez pas refaire une mise en conformité tous les jours. On s'assure que votre traitement correspond à une finalité, recueil de données à caractère personnel de patients. Après, à partir de là, que vous ayez un patient ou 10 patients dans la journée, ça ne change strictement rien. Votre traitement, il est en conformité. Donc, pour être en conformité, il faut vous assurer que les personnes à qui vous allez envoyer ces données le soient également. Mais une fois que c'est fait, le traitement, il vit sa vie, vous n'allez pas le refaire tous les jours, heureusement. Ce n'est pas une démarche administrative à faire quotidiennement. C'est vous faites une mise en conformité une fois pour toutes. Après, si vous apportez des modifications, vous créez des nouveaux traitements, il faudra vous assurer qu'ils sont en conformité avec ce qu'on vient de dire. Là, je reformule. Oui. En fait, c'était parce qu'on se retrouve à être détenteur de données qui ne concernent pas notre patientèle. Soit. Mais
on ne peut pas être non plus sélectif et faire du sur-mesure. Non, mais c'est pas ce que vous avez demandé. C'est pas ce que vous avez demandé. Il faut juste que votre traitement soit en conformité. Donc, dès lors qu'on est en conformité, Absolument. c'est Oui, acceptable. tout à fait, tout à fait. Donc voilà, et après vous pouvez avoir des finalités qui ont été déterminées au départ, les faire évoluer ne constitue pas une finalité interdite. Donc si vous avez des finalités par exemple qui répondent à des obligations légales, je vais reprendre votre cas, la personne vient vous voir, vous avez l'obligation légale de transmettre ces informations à des organismes tiers tels la CAFAT. Dans ce cas-là, même si vous, le traitement que vous avez créé, c'était juste pour traiter le client ou le patient que vous recevez, vous pouvez ensuite, sur la base des informations qu'il vous donne, les transmettre à un tiers parce que vous avez une obligation légale. Donc ça, on va considérer que ce n'est pas un détournement de finalité. En plus que dans le contrat qu'il y a, comme on lui fait le tiers payant, Non, ça, je le passe. tiers payant met directement une transmission à la CAFAT pour Tout à fait, bénéficier de tout ce à fait. tiers payant. Oui, donc là, quand on parle de la loi d'ailleurs, c'est au sens large. Hein. Ça peut être une réglementation à caractère réglementaire, c'est une obligation légale également. Alors pour vous prendre un exemple de finalité déterminée, légitime et explicite, imaginez que là on mette en place un traitement pour les participants présents aujourd'hui. Ce traitement, voilà les différents traitements que l'on peut envisager. Donc si je vous dis, mon traitement a pour but de recueillir vos données, de cette façon-là, est-ce que pour vous c'est une finalité qui est déterminée, légitime et explicite? Non. Non, elle n'est pas déterminée parce que vous voyez, elle est très, très générale. Elle n'est pas légitime. Qu'est-ce que je vais faire de ces données? À quoi ça va me servir? Et puis elle est encore moins explicite parce que vous ne savez pas quelle est ma finalité. Donc ça... Pardon? Oui. Si je dis organiser un test pour mettre en place des formations par niveau, là pour le coup c'est une finalité qui est déterminée, elle est précise, elle est légitime parce qu'elle se raccroche à la formation pour laquelle vous vous êtes inscrite et elle est explicite. Vous voyez bien, imaginons que je vous fasse passer un petit test sur la base duquel je classe des personnes qui ont déjà une connaissance du RGPD et d'autres qui n'ont pas cette connaissance. C'est tout à fait légitime. Recueil de vos noms en vue de faire du marketing ciblé pour une mise en conformité. Je vous mets les réponses tout de suite. Hein. Donc c'est déterminé, oui. Ce n'est pas légitime parce que vous n'êtes pas venu pour ça. En vous inscrivant à une formation pour apprendre ce qu'est le RGPD, vous n'êtes pas inscrit à une formation de marketing pour vous faire démarcher ensuite. Et puis, j'en étais où? Analyser vos données de connexion au réseau Wi-Fi. Là, c'est très précis, mais c'est ni légitime ni explicite. Et une vidéosurveillance en continu pour éviter les vols. Imaginons qu'il y ait une caméra ici, autre que celle qui nous filme, que ce soit pour la sécurisation des locaux. Effectivement, c'est déterminé, effectivement, c'est explicite, mais ça n'est pas légitime parce que c'est en continu. Donc c'est ce que je vous disais, la surveillance en continu de personnes n'est pas autorisée par le droit du travail. Deuxième grand principe, c'est la licéité du traitement. Donc la base légale, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, monsieur, il y a 6 bases légales pour permettre la création d'un traitement. Donc la principale base légale, celle qu'on va retrouver la plupart du temps, c'est le consentement de la personne. Donc la personne va dire « je suis d'accord pour que vous recueilliez des données sur moi ». Donc, les 6 bases légales, ce sont celles-ci. Donc, le consentement. Le consentement s'imposera en tant que base légale pour certains traitements, tels que le traitement de données sensibles, celles que l'on a vues tout à l'heure. Donc, vous ne pouvez pas recueillir dans votre pharmacie des données, je ne sais pas moi, philosophiques. Si ça vous plaît, vous pouvez le faire, mais il faut que la personne ait expressément, à ce moment-là, donné son consentement. Sinon, ça vous est interdit. Le traitement à des fins de prospection doit systématiquement faire l'objet du consentement d'une personne. Donc on reçoit tous des mails où on nous fait de la prospection commerciale, de l'information, de la newsletter, sans qu'on ait donné notre consentement, c'est illégal. Ou on va aussi retenir le consentement lorsqu'une des 5 autres bases légales, celles qu'on va voir après, ne sont pas applicables. Dans ce cas-là, on va chercher le consentement des personnes. Donc le consentement doit être libre, c'est-à-dire ni contraint ni influencé, mais ça c'est du droit des contrats, hein, tout simplement. C'est-à-dire que pour signer un contrat, quel qu'il soit, il faut que la personne qui consente à signer ce contrat soit libre, donc ne soit pas soumise à une contrainte particulière.
on va considérer, par exemple, que le consentement d'un mineur de moins de 15 ans n'est pas libre. C'est donc l'autorité parentale qui va exprimer ce consentement. On va aussi considérer que le fait de recueillir un consentement en le liant à l'exécution d'un contrat n'est pas libre. Je vais vous prendre un exemple parce que dit comme ça, ce n'est pas très parlant. Imaginons que je vais chez Carrefour pour acheter, non, plutôt une entreprise de service. Chez Canal+, je prends un abonnement chez Canal+, donc ça c'est le contrat que je signe. Et pour avoir l'abonnement, je dois également accepter de recevoir du démarchage par mail, des newsletters. On va considérer que mon consentement que je vais donner pour ça n'est pas libre, parce qu'il est conditionné à l'exécution du service pour lequel je voulais m'abonner. Pardon ? Oui, je sais bien, mais c'est interdit. Mais de plus en plus, hein, ils font attention. Un point de vigilance pour les salariés. La CNIL indique que le consentement est plutôt à proscrire comme base légale d'un traitement. Donc soit on fait un avenant au contrat, soit on va le faire sur une autre base qui est l'intérêt légitime que je vais vous expliquer après. Mais il vaut mieux éviter d'aller recueillir le consentement. Donc dans votre cas, vous avez aujourd'hui des contrats de travail avec vos salariés. Vous recueillez des données à caractère personnel de vos salariés, ne serait-ce que leurs données de congé, leur adresse, etc. La plupart du temps, les contrats n'ont pas prévu de les informer que ces données sont traitées conformément au RGPD et à la loi de 78. Donc il va falloir mettre en conformité les contrats de travail. Donc ça veut dire que vous pouvez le faire sur la base du consentement, mais c'est à déconseiller par rapport à ce que je viens de vous dire à l'instant. Donc on va plutôt le faire soit par avenant au contrat de travail, avec le risque que le salarié dise « ben non, moi je ne suis pas d'accord », ce qui va vous poser un problème, soit tout simplement on va dire c'est l'intérêt légitime de l'employeur, c'est une autre base légale donc on va voir, et c'est celle que je vous conseillerais si on fait de la mise en conformité. Là, c'est l'explication. Imaginons que vous vouliez modifier le droit applicable à vos salariés sous l'angle du RGPD et qu'ils vous disent non, moi je suis pas d'accord. Ça va poser problème parce que ça veut dire que vous allez quand même devoir le faire, mais sans son consentement. Après le lui avoir demandé, c'est un petit peu embêtant. Alors, un exemple de consentement, comme je vous le disais, conditionner le téléchargement d'une application à l'activation de la localisation GPS de l'utilisateur n'est pas un consentement libre. Donc si vous téléchargez une application et que d'office on vous géolocalise sans qu'on ait obtenu votre consentement, on va considérer que c'est pas normal. Et aujourd'hui, la plupart des applications vous demandent soit d'accéder à votre appareil photo si c'est une nécessité, soit de vous géolocaliser, mais ils font bien attention de vous le demander. Donc dans ce cas-là, imaginons que vous preniez un contrat d'abonnement dans une entreprise de service. Là, est-ce que c'est un consentement libre ? La réponse est oui, parce qu'on voit bien que les conditions générales de vente, je les accepte. Ça ne m'impose pas d'accepter que mes données personnelles soient transmises à une société ABCD à des fins de prospection commerciale dans mon exemple. Donc là, on va considérer que le consentement est effectivement libre dans cette situation. Par contre, on voit très souvent des hypothèses où j'accepte les conditions générales de vente et que mes données, tout ça dans la même phrase, avec une seule case à cocher. Donc là, pour accéder au service, vous êtes obligé d'accepter du démarchage commercial. On va considérer que ce n'est pas normal. Libre, ça veut dire évidemment que vous pouvez revenir aussi. Ce n'est pas parce que vous avez accepté une fois que vous ne pouvez pas renoncer ensuite à ce à quoi vous avez consenti. Par ailleurs, le consentement, c'est spécifique, une finalité à la fois. Univoque. Il faut que la personne ait vraiment donné son accord, donc soit de différentes façons, par courrier électronique, par case à cocher, problème de la preuve va se poser à chaque fois lorsqu'on le fait de façon orale. Donc ça, c'est quelque chose qu'il vaut mieux éviter. Si je reprends mon exemple des salariés, il vaut mieux que vous fassiez l'information par mail et pas par déclaration orale. Donc là, dans ce cas-là, vous allez, c'est un exemple, pour bien comprendre ce qu'on appelle le consentement, vous allez demander un devis sur un site marchand pour une prestation à réaliser et vous tombez sur cette fenêtre Internet. Veuillez renseigner vos informations, votre adresse mail, valider. Si vous cliquez sur valider, on va considérer que ce traitement est illégal parce qu'en dessous, vous acceptez de vous inscrire à notre newsletter qui est déjà pré-coché.
c'est bien un acte positif, clair et explicite de votre part qui est attendu, comme une signature sur un contrat, c'est-à-dire qu'il faut que vous cochiez. Et si l'entreprise qui propose ce type de site internet en envoie encore beaucoup, après cocher la case, le traitement va être considéré comme illégal de ce fait. Et puis enfin, le consentement au traitement, on va considérer qu'il doit être éclairé, donc il faut qu'on retrouve ces informations lorsqu'on consent à ce qu'on collecte des données sur nous, de façon à pouvoir connaître exactement l'ampleur de ce qui est fait. Donc si vous allez dans un commerce et qu'on vous demande est-ce qu'on peut recueillir des données, vous allez dans un magasin de chaussures et on vous dit j'aimerais bien avoir votre nom, votre prénom, votre date de naissance, votre adresse, pourquoi pas? Donc on me demande mon consentement pour ça, mais il faut que le commerçant soit capable de me donner toutes ces informations-là, donc l'identité du responsable de traitement, pourquoi il recueille toutes ces données à caractère personnel sur moi, est-ce que je peux le retirer, quelles sont les catégories qu'il va collecter, l'existence éventuelle de traitement automatisé, et est-ce qu'il va transférer ces données hors de Nouvelle-Calédonie ou hors de l'Union européenne. Donc c'est une information qui doit être complète. La preuve du consentement, je vous le disais, c'est à nous de l'apporter. C'est plus à la CNIL de démontrer qu'on n'est pas en conformité. Donc, lorsqu'on fonde un traitement sur le consentement d'une personne, il faut démontrer que tous ces éléments sont faits, notamment l'information des personnes. Donc, c'est un point extrêmement important. Sur le registre, on va revenir après dessus, donc je passe rapidement dessus et là. Bon, très rapidement, hein, c'est pour montrer vous savez, les cartes de fidélité qu'on trouve régulièrement chez les commerçants. Là, vous avez trois exemples. Celle-ci, elle ne contient pas suffisamment d'informations par rapport à la liste que l'on vient de voir. Là, les finalités sont liées. Vous voyez, c'est j'accepte les conditions générales d'utilisation de la carte fidélité du magasin Workers, hein, je l'ai appelé comme ça, signature, et après, Workers, en sa qualité de responsable de traitement, collecte vos données afin de vous faire bénéficier de tarifs préférentiels. Donc, je n'ai pas le choix. J'accepte les conditions générales et on m'informe, mais on ne m'a pas demandé mon consentement, qu'on collecte mes données à caractère personnel. Là, celle-ci, elle est conforme au RGPD. Je consens à recevoir par mail des offres publicitaires concernant les produits Workers. Donc là, c'est bien un consentement qu'on va considérer comme libre, éclairé, etc., etc. Le recueil de données sensibles suppose, lorsque ce n'est pas votre cœur de métier, d'avoir un consentement explicite de la personne. Donc la personne doit pouvoir formuler une déclaration expresse. Si on recueille des données sensibles alors qu'on n'est pas dans notre cœur de métier, des données autres que médicales, et vous vous rappelez de la liste des données sensibles que l'on a vues tout à l'heure, il va falloir recueillir le consentement explicite de la personne. Donc ça peut être par déclaration, j'accepte que, ça peut être par l'envoi d'un mail, ça peut être enfin de différentes façons dans le cadre d'un contrat, mais on va vous le demander. Hop, donc ça c'est l'envoi en deux parties. Pardon, je vais trop vite. Donc en contrepartie, le responsable de traitement en matière de pharmacie doit démontrer à tout moment sa conformité. Donc il faudra qu'il mette en place un registre des traitements, ce que l'on va voir tout à l'heure. Il doit mener des analyses d'impact, ce que l'on va voir également, c'est une contrainte qui va peser sur vous. Et on va veiller surtout à encadrer l'information des personnes concernées et s'assurer de l'effectivité de leurs droits. Donc comme vous ne leur faites pas signer des contrats, évidemment, à chaque fois, il faut qu'il y ait des notices d'information à la disposition des gens sur lesquels ils peuvent connaître leurs droits. C'est lourd, hein? Oui, il y a beaucoup de choses, mais bon, c'est... Oui. Alors, c'est une responsabilité individuelle, tu as loupé la première diapo. Donc, excusez-moi, je me déplace et je suis juste à pied. Allez-y, je vous en prie. Je vais manger, ça me fait... C'est pas bien. Il y a aussi des choses là-bas. Oui, mais asseyez-vous, Iris. Hein? Oui, continuez, ne vous inquiétez pas. Vous voulez faire les droits après?
Licéité du traitement, deuxième hypothèse, c'est tout simplement que vous avez un contrat. Donc vous, dans votre cas, la plupart du temps, ça va concerner vos contrats avec vos salariés. C'est plutôt cette hypothèse-là qui va justifier le fait que vous recueillez des données personnelles sur les salariés. C'est que vous êtes dans un cadre contractuel. Donc il faut que le traitement soit nécessaire à l'exécution d'un contrat. C'est-à-dire que les informations que vous allez recueillir, je continue dans mon exemple, sur vos salariés, ne peuvent pas, sont indispensables au service qu'ils vont rendre. Donc si le traitement n'est pas nécessaire, si vous recueillez des informations non nécessaires à l'exécution du contrat de travail, elles doivent être abandonnées. Ou alors c'est parce que le salarié a exprimé son accord par un avenant au contrat de travail sur les informations que vous recueillez. Ça, je passe. Donc vous allez avoir deux types de situations. Soit on est en situation contractuelle, soit on est en situation pré-contractuelle. On va considérer que les informations que vous allez envoyer dans un cadre pré-contractuel sont valides pour le responsable de traitement. Si vous demandez à un agent d'assurance un devis pour assurer votre nouvelle voiture que vous venez d'acquérir, il va vous demander évidemment un certain nombre d'informations, le type de véhicule, sa puissance, sa valeur, votre accidentologie, vos nombres d'années de permis de conduire, enfin bref, toute une série d'informations qu'il va avoir sur vous. On va considérer que la demande que vous formulez rentre bien dans un cadre contractuel, même si on n'a pas encore signé de contrat, et peut-être qu'on n'en signera jamais avec lui d'ailleurs, on va considérer qu'on est bien dans une situation contractuelle. Par contre, pour les contrats, il faut obligatoirement, si on rentre en situation contractuelle, il faut obligatoirement que le contrat ait été signé avec la personne concernée. Il faut que le contrat soit conforme aux droits, tous les droits quels qu'ils soient, notamment le droit civil et le droit des contrats, et que le traitement soit nécessaire pour l'exécution du contrat. On ne va pas recueillir des informations qui ne sont pas nécessaires. Donc à chaque fois qu'on va mettre en place un traitement de recueil de données de personnes, on va inviter le responsable de traitement à se poser les questions suivantes. Quelle est la nature du service? Quelles sont les caractéristiques déterminantes? Quelle est la raison d'être du contrat qui nous lie? Quelles sont les attentes raisonnables des parties? Et est-ce que la personne s'attend à ce que ces données soient traitées? Donc on va vérifier ça à chaque fois qu'on tombe sur un traitement. Par exemple, une personne effectue un achat sur un site de vente en ligne et souhaite payer par carte bancaire et obtenir la livraison à son domicile. Là, le contrat, c'est tout simplement le fait qu'on achète quelque chose sur Internet. Il est normal, puisqu'elle veut obtenir la livraison à son domicile, que l'adresse de la personne soit collectée, faute de quoi on ne peut pas exécuter le contrat. Si par contre la personne va opter par exemple pour une livraison en point relais, comme ça se fait beaucoup en métropole si vous commandez sur la Fnac ou sur Amazon, on va considérer que le recueil de l'adresse de la personne n'est pas nécessaire pour l'exécution du contrat. Donc dans ce cas-là, on ne peut pas collecter son adresse dans le cadre du traitement. Ou alors il faut disposer d'une autre obligation, notamment une obligation légale, mais c'est plutôt rare. À la fin du contrat, les données doivent être évidemment effacées. Alors je crois que j'ai des exemples, non je les prends après. Il y a notamment dans le cadre des données bancaires qu'on laisse sur Internet, les données doivent obligatoirement être effacées, sauf situation particulière, mais on les verra après. Troisième hypothèse, c'est tout simplement, vous avez des traitements dans vos pharmacies, mais parce que la loi vous l'impose. Donc dans ce cas-là, vous n'avez pas besoin du consentement des personnes et vous n'avez pas besoin de signer un contrat. Donc par exemple, si vous êtes employeur, tous les employeurs ont des données salariales à transmettre à la CAFAT. Et vous, dans votre cas, c'est la même chose. Vous avez des contraintes légales qui vont vous imposer de transmettre des informations. Nous, on a par exemple une obligation qui s'appelle Tracfin, qui pèse sur les banques, qui pèse sur les notaires, qui pèse sur tous les organismes financiers, qui pèse sur les cabinets d'avocats. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un vient faire une transaction financière dans une de ces institutions, si on imagine que possiblement on est devant une opération de blanchiment d'argent, on doit faire ce qu'on appelle une déclaration de soupçon auprès de Tracfin.
Vous imaginez bien que la personne, d'ailleurs les avocats sont les mauvais élèves de la classe, ils ne le font jamais, hein, mais enfin bon, c'est un autre problème. Mais par exemple, il faut savoir que les banques font 160 000 déclarations de soupçons par an. Les notaires en font 90 000 par an. Donc il y a énormément de déclarations de soupçons qui sont faites. Les avocats entre 2012 et 2018 ont fait 12 déclarations de soupçons en tout et pour tout. Donc bon, c'est toujours un peu difficile. Mais l'idée, c'est bien de dénoncer quelqu'un dont le comportement peut paraître illégal. Évidemment, on ne va pas l'informer. Donc le recueil de données que l'on fait et qu'on va transmettre à un tiers, ça ne va pas être fondé sur son consentement, on ne va pas lui demander son accord, ni sur la base d'un contrat qu'on va lui faire signer. Donc comme pour la CAFAT, ça veut dire qu'on a une obligation légale qui pèse sur nous et qui valide le fait qu'on transmette des informations à un organisme tiers. Nécessaire aux intérêts vitaux. On peut être amené à recueillir des données, notamment dans le domaine hospitalier, mais pas seulement, des données de personnes qui ne peuvent pas signer un contrat, qui ne peuvent pas donner leur consentement, et pourtant il faut qu'on fasse ce recueil de données. Donc ça peut être évidemment dans le cadre aussi de catastrophes humanitaires, ça peut être dans le cadre, ce qui peut nous arriver à tous en dehors de vos professions, d'un accident dont on est témoin, hein, dans la rue, d'un accident de voiture. Vous allez recueillir des données sensibles, qui plus est, vous allez prendre le pouls de la personne, vous allez transférer ça à des pompiers, sur lequel vous pouvez engager votre responsabilité comme toute personne qui intervient dans le cadre d'un accident. On va considérer sous l'angle du RGPD que les données que vous allez recueillir, ou une personne qui est dans le coma, que les données que vous allez recueillir sont nécessaires à la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne, et évidemment vous n'avez pas besoin d'une autre base légale que celle-ci pour justifier le recueil de données que vous faites. Alors la seule critique que je peux faire à l'intitulé de cette nomenclature, c'est que ça a l'air de limiter le recueil de données uniquement à des questions de vie et de mort. Alors qu'à mon sens, on est apte à faire ce recueil de données dans toutes les hypothèses où l'intégrité physique ou mentale, morale de la personne est en jeu. Donc évidemment, si quelqu'un est évanoui devant nous, on est incapable de savoir, enfin surtout quand on est un profane comme moi, si sa vie est en jeu ou pas. Ça ne m'interdit pas pour autant de recueillir des données à caractère personnel et médical pour les transmettre à un tiers le cas échéant. C'est des hypothèses moins fréquentes, mais qu'on trouve évidemment souvent dans le milieu hospitalier. Autre hypothèse où on n'a pas besoin du consentement ou d'un contrat ou d'une raison légale, c'est tout simplement lorsqu'on est chargé d'une mission d'intérêt public. Donc là, bon, je passe là aussi assez rapidement. C'est l'hypothèse d'un maire qui gère des subventions aux associations. Il n'y a pas besoin qu'une loi l'autorise à attribuer des subventions. On va considérer que le fait qu'il recueille des données dans ce cadre-là n'est pas illégal. S'il gère les inscriptions à la cantine scolaire, s'il traite les permis de construire, etc., etc., ça nous concerne assez peu. Et puis enfin, il y a un cas très particulier qu'on appelle l'intérêt légitime du responsable de traitement. Donc ça, c'est vraiment notre solution en roue de secours lorsqu'on va trouver des traitements dans des entreprises qui n'ont aucun des autres critères qui sont remplis. Eh bien, on va quand même vérifier si on ne peut pas maintenir le traitement parce que c'est votre intérêt légitime en tant que chef d'entreprise. Donc il s'agit des traitements dont la personne peut raisonnablement penser qu'ils vont être mis en œuvre. Si vous avez un traitement vidéo dans un commerce, dans une pharmacie, dans un hôtel, etc., on va considérer que la sécurité des lieux, c'est l'intérêt légitime du responsable de traitement. Donc on ne va pas lui demander de s'assurer de l'accord des personnes, on ne va pas lui demander à chaque personne de signer un contrat pour qu'on puisse la filmer, etc. C'est l'intérêt légitime du responsable de traitement. Ça peut être aussi le cas, alors vous, ça vous concerne certainement moins, mais lorsqu'il y a des relances clients à réaliser, lorsqu'il y a des impayés. Donc, si ça vous arrive, parce que dans quel cas? Parce que le paiement se fait immédiatement, non? Non? Pardon? Ah oui, d'accord, oui, bien sûr. Donc dans ce cas-là, c'est vous qui faites de la relance client. Ouais. Donc dans ce cas-là, ben, évidemment, votre traitement, vous allez avoir un traitement pour la relance des personnes qui n'ont pas payé, tous les mauvais payeurs à relancer, voire peut-être dans certains cas à mettre au tribunal. Ben, on va considérer que c'est votre intérêt légitime. C'est comme pour Tracfin, vous n'avez pas demandé aux gens leur consentement à être relancés avant de pouvoir être mis au tribunal. Donc on va considérer, voilà, ça c'est un exemple d'intérêt légitime du responsable de traitement.
et on en trouve très souvent. Alors par contre, il y a des hypothèses, mais là je vais passer rapidement parce que vous aurez assez peu de situations. Vous avez des hypothèses où vous aurez le consentement légitime du responsable de traitement qui va être mis en balance avec le droit des personnes. Et donc c'est un petit peu comme en droit du travail, ce que je vous citais tout à l'heure, il va falloir apprécier si vraiment il faut maintenir le traitement ou s'il est trop intrusif dans le droit des personnes. Alors ça, c'est ce que j'ai trouvé sur une pharmacie qui en métropole, du côté de Bergerac, qui a mis ça comme intérêt légitime. Donc sur les bases d'un intérêt légitime, nous utilisons vos données personnelles pour les besoins suivants. Vous envoyez des offres personnalisées de notre part et avec votre consentement pour administrer et analyser notre base de données clients historique afin d'améliorer la qualité et la disponibilité de nos produits, services offerts. Donc c'est surtout celle-ci en fait en réalité qui est en conformité. Afin d'établir des enquêtes de satisfaction client, tant que vous ne vous y opposez pas, nous considérons que vous offrir des produits, services similaires à ceux auxquels vous avez acheté et porté un intérêt est considéré comme notre intérêt légitime. Donc celle-ci est valide. Toutes les autres, à mon avis, enfin, je ne sais pas qui leur a fait leur mise en conformité. La première, en tout cas en Calédonie, est illégale. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Mais c'est sur cette base-là, vous la chercherez, vous la trouverez vite. La pharmacie, elle est en métropole. Mais elle est illégale aussi en métropole. C'est pas propre à la Calédonie. Donc, d'une part, parce qu'effectivement, le démarchage n'est pas possible. D'autre part, l'intérêt légitime, ça veut dire que vous n'avez pas d'autre base légale. Or là, c'est avec votre consentement. Donc du coup, déjà, vous voyez, il y a une contradiction de base légale. Tant que vous ne vous y opposez pas, nous considérons que vous offrir des produits, services similaires à ceux auxquels vous achetez est considéré comme notre intérêt légitime. Il y a un vrai petit souci juridique sur celle-ci, mais c'est la première qui s'est ouverte en plus, lorsque j'ai fait une Dordogne. Donc, quand vous avez vraiment l'intérêt légitime de l'entreprise qui est évident, comme la vidéosurveillance, il n'y a pas de question à se poser, on l'a eu récemment, il n'y a aucune difficulté. Et puis il y a des hypothèses où l'intérêt légitime du commerçant peut porter une atteinte quand même importante aux droits des personnes sans que son intérêt soit aussi évident que ça. Donc dans ce cas-là, on va faire ce qu'on appelle la balance des intérêts, mais ça c'est notre boulot, je vous le donne pour information, mais vous n'avez pas à le faire, vous, en tant que responsable de traitement. C'est la personne qui vous met en conformité qui doit utiliser cet outil. Donc on va regarder la nature des données, est-ce que ce sont des données sensibles, les modalités du traitement, études comportementales, est-ce qu'il y a de personnalité par exemple, est-ce qu'il y a une incidence négative sur les droits de la personne en fonction du traitement qu'on met en place, par exemple si on l'exclut du service, est-ce qu'il y a des incidences positives, vous voyez par exemple la pharmacie en Dordogne qui disait ça va nous permettre d'améliorer la qualité du service, donc elle a considéré que c'était sur ce fondement-là qu'elle avait un intérêt légitime. Le nombre de personnes concernées, plus le traitement va s'appliquer à des personnes nombreuses, plus l'intérêt légitime va être restreint. Et puis, les attentes raisonnables de la personne concernée, elle peut parfois s'attendre effectivement à ce qu'il y ait des traitements qui soient mis en place. Le traitement de relance pour impayé, c'est une attente raisonnable, il n'y a pas de discussion là-dessus. Et en fonction de ça, mais là encore, c'est nos outils à nous, on détermine si on est dans les zones rouges, avec une atteinte aux droits importante des personnes et un intérêt légitime mineur du responsable de traitement, mais qu'il vaut mieux supprimer le traitement s'il n'a pas vraiment besoin de ce traitement. Hop, Mettons qu'on mette dans une fiche client une petite note personne qui a tendance à mourir. C'est votre sécurité qui l'impose. Qu'est-ce que vous en pensez, Iris ? Il faudra faire attention aux termes qui sont employés parce que là, je pense que l'intérêt légitime de sécurité l'emporterait, mais enfin, vous imaginez bien que l'atteinte aux droits des personnes est considérable. Et puis bon, il faudrait que vous ayez des faits à démontrer le cas échéant. Donc il faut. Non, bien sûr. Oui, mais dans ce cas-là, pourquoi vous le notez ? Comment vous savez à ce moment-là qu'elle a une tendance à voler ? Qu'il y ait une personne qui l'ait vu, mais dont on n'ait pas
Oui, mais c'est ça, je disais que... mais ce serait... Non, à mon avis, on serait très très limité en termes d'avoir un traitement sur les personnes potentiellement voleuses. Je ne suis pas sûr que vous ayez... je réfléchirai à l'occasion, mais parce que l'idée, c'est quand même, quand on fait une mise en conformité, c'est quand même d'essayer de sauver les traitements qui sont mis en place. Hein, ce n'est pas de les éliminer. Mais il faut quand même qu'on puisse le rattacher à une base légale. Et là, dans votre cas, je ne vois pas trop comment on pourrait justifier que vous fassiez du profilage sur des comportements judiciaires, hein, puisque c'est sur des infractions. Ce n'est pas votre métier, donc je ne pense pas que vous puissiez. Et dans les notes qu'on met sur l'ordinateur, pour nous, sur une personne donnée, on ne peut plus autoriser de débit ou de... Non, là, c'est votre intérêt légitime, par contre. Là, vous avez le droit. Parce que là, ça a un impact direct sur votre activité de... Oui, mais le vol, vous avez une appréciation. Ce qui m'embête, c'est que vous n'avez pas de fait. C'est que là, vous faites une appréciation a priori sans pouvoir démontrer. Donc déjà, si la personne... rappelez-vous que sur la conformité... Rappelez-vous que sur la conformité, je vous disais, il faut que ce soit légal par rapport aux autres bases légales. Et donc, si vous faites un traitement où vous traitez quelqu'un de voleur, si vous ne pouvez pas prouver qu'elle est une voleuse, ça s'appelle de la diffamation. Non, on ne peut pas. Non, on n'a pas le droit. Je sais que les stations-service, par exemple, le faisaient beaucoup. Vous ne pouvez pas. Vous n'avez pas de finalité pour ça. C'est vous informer les gens que telle personne est un voleur, ça ne vous apporte rien à vous de plus. Oui. Enfin bon, ceci dit, normalement la justice appartient à d'autres, mais à des institutions. Donc on ne peut pas contraindre les gens. Non. Donc non, mais enfin bon, c'est clair, hein, de toute façon, là-dessus, c'est une infraction. Non, mais là on a coutume en Calédonie, justement par rapport aux soucis que l'on a avec des personnes qui font des détournements de traitement, du nomadisme médical, etc. On a coutume de s'envoyer des mails en disant « Attention, telle personne, grosse suspicion de nomadisme, oui. etc. » Oui, bah, là, vous n'êtes pas les seuls. On est d'un côté, il y a la santé publique, et d'un autre côté, clairement, on s'envoie entre nous Oui. les noms Non, on ne peut pas le faire. On peut le faire oralement, s'informer, mais on ne peut pas créer des listes noires de personnes dont il faut se méfier, c'est interdit. Pourquoi certains patients sont obligés d'aller dans telle pharmacie? On ne peut pas le savoir si on n'est pas averti par cette pharmacie. Il a un médecin référent. Il y a un médecin, là, en fait, Non, mais là, si c'est nécessaire... Ça, c'est même ça, c'est stricto sensu, c'est pas légal. C'est nous, on fait ça parce qu'il y a un moment, dans l'intérêt de la personne qui n'aille pas s'exploser sur la route en étant avec des surdosages de zolpidem, etc., par exemple, on le fait dans ce sens. Mais stricto sensu, face à un juge, on n'a pas c'est une orientation d'un patient vers une pharmacie, et ça, il y a la libre choix du patient pour sa pharmacie. Ça peut passer par le centre d'addictologie. Si c'est lui qui informe sur quelle base légale. Faut que j'accélère un peu, moi. On le fait parce qu'on peut le justifier par un intérêt de santé. Non, à la pause, j'en profiter, on va sauter tout un pan. Peut-être que le droit des personnes, on va l'évoquer. Vous l'évoquerez. Vous avez besoin du support? Peut-être attaquer la mise en conformité directe. Hein. Jamais nous chercher là-dessus, ils savent que c'est dans l'intérêt de tout le monde. On va les citer, les 8 droits. Si vous voulez, moi je zapperai. Et puis vous les donnerez, mais parce qu'on n'aura jamais fini. Si sur chaque diapo. Comment ça se fait que vous avez fiché? C'est quoi donc, elle a appris. J'ai mal au dos. En train de chercher un jour peut-être. On peut peut-être faire une petite pause. Si vous voulez, je finis juste sur l'intérêt légitime et puis on finit là-dessus. Donc un exemple, hein, c'est une décision concernant la FNAC qui conservait les commandes et les coordonnées bancaires de 10 millions de ses clients en 2012. Donc elle avait le nom des porteurs, les numéros de date et les expirations. Elle a justifié la conservation de données, puisque je vous ai dit que les données doivent être effacées immédiatement après l'achat du service. Elle justifiait son intérêt légitime à conserver ces données, d'une part parce que ça permettait aux personnes de ne pas avoir à ressaisir ces informations à chaque fois, et d'autre part parce qu'elle informait suffisamment les personnes en disant « les personnes sont parfaitement informées que je conserve ces données ». Pardon ? et PayPal. J'y viens.
j'y viens. Donc la conservation, selon la FNAC, elle est conforme à la finalité annoncée au client. C'est une partie du service proposé et c'est une approche transparente. Les personnes sont totalement informées. La CNIL reconnaît que l'optimisation d'un service correspond à un intérêt légitime. Elle reconnaît que l'information dans le cas de la FNAC était bien réalisée, mais elle a fait cette balance des intérêts. Et compte tenu de la sensibilité particulière que revêtent les données bancaires, des mesures d'information ne sauraient constituer des garanties suffisantes. Ce qui veut dire que pour conserver ces données, il aurait fallu qu'elle ait le consentement des personnes. Tout simplement en disant, ce que vous avez, aujourd'hui vous allez sur des sites, je sais pas moi, de compagnies aériennes, ils vous proposent de conserver vos données bancaires pour ne pas avoir à les ressaisir à chaque fois, mais ils vous demandent votre accord. Donc c'est la base, c'est le consentement tout simplement. Donc la CNIL avait obligé la FNAC à supprimer ce recueil direct et elle est obligée de recueillir le consentement des personnes parce que ce sont des données bancaires. Par contre, les autres données, elle peut les conserver effectivement dans l'hypothèse où vous revenez. On va considérer que c'est ce type de service, ce sont des services qu'on qualifie de premium, c'est-à-dire de récurrents. Voilà. Et après, vous découvrirez la minimisation des données avec hâte après la pause. Donc on n'a pas le droit de demander le droit à l'oubli aux services fiscaux alors? Non, on va le voir.